Alors monsieur, bonsoir. Merci à nouveau d'être nombreux à regarder le débat sur STV, le débat politique a priori. C'est mardi, 22 h, carte sur table, 4 panélistes pressentis ce soir. On parlera de la nouvelle version de l'ouvrage pour le libéralisme communautaire de Paul Biya, qui est présenté aux populations depuis quelques jours déjà. Principaux axes de lecture, l'implémentation des priorités politique du président de la République. L'œuvre de 7 chapitres trouve son accomplissement dans les lois de 90. Entre les lignes, il reçoit également un recadrage stratégique du management politique pour les partisans du président de la République, Paul Biya. Ce Nouveau Testament est une boussole qui va guider les aspirations des leaders politiques pour un ralliement tout azimut des populations derrière le chef de l'État. On en parle ce soir pour le décrypter sous fond de bilan des 36 ans d'exercice du pouvoir exercé par le chef de l'État sortant cette veille d'élection présidentielle. Vous le savez, ce sera le 7 octobre prochain en attendant la campagne qui, elle, s'ouvre dans quelques jours. Mais avant de débattre de cette question, on va ouvrir avec ce qui est comme un espoir, une envie pour l'opinion publique, les téléspectateurs, les auditeurs et les lecteurs que vous êtes, mais surtout un certain nombre d'acteurs qui observent le débat politique et même aussi des candidats. Débat à neuf, les candidats peuvent-ils le faire? C'est la question centrale qui va être posée dans le premier thème de ce soir. Est-il possible, comme ça se voit dans les grandes démocraties ailleurs, de mettre les 9 candidats autour d'une table et de débattre des idées, des projets, des programmes qui vont être proposés aux électeurs camerounais le 7 octobre prochain? Quelle peut en être la faisabilité? Quelles sont les difficultés? Qu'est-ce qui pose le problème pour que les candidats ne puissent ensemble débattre des questions d'ordre national face à l'opinion publique? On va en parler dans quelques secondes. Le temps pour moi de présenter ou alors d'annoncer la présence dans ce studio de Dionedor Yumbi Samuel, qui lui est un Camerounais qui vient de la diaspora. Bonsoir Dionedor. Merci mon cher député. C'est un grand plaisir toujours quand on revient au pays, toujours apporter une contribution en France, patriotique. Je suis en Italie. En Italie. Ouais, c'est toujours un très grand plaisir de se sentir utile de son pays, et surtout en ces cas, en ce moment de circonstances vraiment dont nous allons définir tout ensemble l'avenir de notre pays et le bien-être de notre participation pour notre pays cher et beau pays, le Cameroun. On aura, je l'espère, grâce à vous, un peu le regard de ce qui se fait ou alors de ce qui se dit de l'autre côté des frontières pour savoir comment les Camerounais vivent ce moment-là, quels sont leurs espoirs, leurs attentes vis-à-vis des différents candidats. Dans la diagonale, nous avons André-Marie Dibamou, lui, de la société civile. C'est d'ailleurs l'un de ceux qui pensent pouvoir organiser avec beaucoup de réussite le débat très attendu des 9 candidats. Bonsoir. Bonsoir, monsieur député Tango. Bonsoir à tous les millions de téléspectateurs qui vous regardent ici et à travers le monde. Vous êtes optimiste, hein? Très optimiste aujourd'hui, et voilà. Donc, vous êtes de la Commission africaine des débats électoraux. Oui. Vous avez déjà organisé des débats comme ça? C'est la première, c'est notre baptême de feu. Et nous pensons évidemment que ce sera une réussite parce que, évidemment, c'est historique dans notre pays, c'est historique en Afrique. Bien sûr qu'on a connu des débats, mais c'était entre les 2 tours. Donc pour une élection à un tour, un débat est possible, parce qu'aux États-Unis, évidemment, l'élection présidentielle est à un tour. Nous avons les débats. Pourquoi pas au Cameroun? On entre dans les détails dans une seconde. Le temps pour moi de dérouler le tapis également à monsieur le maire, Achille Azemba, 3e adjoint à la mairie de Douala, 3e. Bonsoir, monsieur le maire. Merci, monsieur le député. Merci également de me faire l'honneur d'être l'un de vos invités de cette prestigieuse émission. Vous êtes maire, je le rappelle, SDF, élu donc de la nation, du moins élu local, du côté de la 3e. On attend encore Robert Mouté Ambassar, qui est du RDPC. Il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Il nous a dit qu'il a été retenu d'ailleurs par une réunion assez poussée de son parti dans la région du littoral. C'est-à-dire que certainement, les états-majors travaillent déjà à la veille de cette campagne électorale qui va s'ouvrir dès samedi prochain. Derrière la transition, on entame donc le premier thème autour du débat à 9. Alors André, on va peut-être commencer par vous. Déjà, essayez un peu de nous expliquer le concept, les contours de ce que vous entendez faire dans ce débat-là. Alors,
Merci. C'est une question fondamentale parce qu'elle nous permet de commencer avec les objectifs et peut-être d'abord, avant les objectifs, de vous parler un peu des mobiles. Comment nous arrivons à un débat à neuf? C'est évidemment à partir du constat de ce que, si vous voulez, la médiasphère était devenue une sorte de ring où il y avait pas cette culture du débat contradictoire mais apaisé, où les règles de bonne conduite et surtout la vie privée des uns et des autres n'étaient toujours pas respectées. Mais davantage parce que il y a eu une demande forte de la part des Camerounais de débattre. Évidemment, ils sont très nombreux à suivre le débat en France entre les deux tours et même au premier tour. Ils sont très nombreux à suivre les débats aux États-Unis à des heures parfois indues, à 2 heures du matin et parfois dans une langue que beaucoup ne maîtrisent pas, en anglais. Donc, nous sommes partis de ce constat et nous avons dit il faut une commission neutre, il faut un espace assez neutre pour accueillir potentiellement les 9 candidats. Nous avons la chance d'en avoir 9, ce serait 15 qu'on aurait fait la même chose. Donc, 9 candidats autour d'une table qui répondent aux mêmes questions, posées de la même manière, libellées de la même façon, à 2 présentateurs. Nous sommes dans un pays bilingue, un en français, un autre en anglais. Évidemment, nous avons défini tous les contours. Le nombre de questions, il y en a 12. Le nombre de temps, il y en a 3 heures. La position, c'est-à-dire sont-ils debout ou assis. Nous avons commencé par une position debout. Mais en discutant avec les états-majors, parce que nous en avons rencontré, pour l'instant 6, les états-majors, ils ont décidé, je veux dire, nous sommes entendus, la commission et les états-majors de ces candidats, de ce qu'une position assise serait beaucoup plus confortable pour donner la dimension présidentielle à chacun des candidats à cette élection présidentielle. Au fond, il s'agit de revoir un peu les habitus en matière électorale, ou si vous voulez, il s'agit davantage de planter le décor d'une tradition du débat politique dans notre pays dans les années à venir, et à moyen terme éventuellement d'institutionnaliser le débat politique. À défaut d'avoir une élection à plusieurs tours, comme certains le souhaitent, on pourrait avoir une élection où le débat est organisé à plusieurs tours. D'ailleurs, c'est l'objectif que nous entendons poursuivre cette année pionnière 2018, bien évidemment. Alors, Dieu Doyumbi, de l'Italie, comment est-ce que vous observez déjà tout ça avant de rentrer dans le débat? La communauté camerounaise, d'abord, comment est-ce qu'elle vit cette période de pré-campagne? Comment est-ce qu'elle observe? Quels sont les enjeux, les ambitions? Comment vous regardez tout ça de là-bas? Je dirais que la communauté camerounaise en Italie, comme toutes les communautés de la diaspora en général, nous avons une observation qui est très, très marquée par la participation des candidats. Donc, pour une première, nous avons 9 candidats. Et sachant qu'à la sortie de ces élections, la diaspora doit être, quelque part, elle doit retrouver son investissement en tant que diaspora, parce que toute diaspora aujourd'hui qui a le regard, tout Camerounais de la diaspora aujourd'hui, ils ont tous le grand regard d'attendre les retombées palpables de ces élections. Et en Italie, il faut le dire, tous les Camerounais, nous sommes presque 12 800 000 Camerounais vivant en Italie. Nous avons 12 millions 12 000, pardon, ah, 12 000. Okay. Excusez-moi. Nous sommes 12 800 Camerounais. Et la majorité des Camerounais, aujourd'hui, se préparent à attendre de l'élu qui sera désigné le 7 octobre, donner à cette diaspora le plein droit de notre participation pour l'émergence du Cameroun. Donc aujourd'hui, elle attend et elle observe. Nous avons eu la possibilité de voir certains candidats qui sont passés. Je crois que je vais en définir, on va en parler absolument de leur passage. Nous sommes vraiment des acteurs majeurs. Je crois qu'on est arrivé au Cameroun, c'est pour avoir la possibilité de revendiquer ce que nous voulons parmi ces candidats. Achille, pour revenir un peu sur la question du débat, qui est débat 9, qui est la première partie de cette émission, c'est une ambition légitime, normale.
mais pour certains, peut-être réalisable. Oui, moi je commencerai déjà par féliciter l'initiative parce que c'est bien, dans un contexte comme celui-ci, d'oser, de penser, de développer un concept comme celui-là. Cela prouve que les Camerounais font preuve de beaucoup d'ingéniosité et surtout que le débat dans une démocratie qui se construit, surtout comme la nôtre, est quelque chose de fondamental. Parce que si je prends le cas de l'avant-dernière élection qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle, élection à laquelle avait participé l'ex-président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Je me souviens encore de ce débat de second tour entre Laurent Gbagbo justement et Alassane Draman Ouattara. C'était un choc d'idées qui, à un moment donné, m'a donné la fierté d'être africain, parce que je me suis dit, ah, enfin, sur notre continent, on peut assister à ce type de joute électorale qui frise dans la construction et renforce notre démocratie. Bon, malheureusement, cette élection s'est achevée d'une manière triste et ça fait mal d'en parler. Mais toujours est-il que le débat est important parce que nous sommes dans un jeu qui amène à développer les idées. Alors, si ces idées qui sont développées par des personnes X ou Y, ces idées à un moment donné ne se choquent pas, je pense que les populations ou les électeurs qui ont la responsabilité, la lourde responsabilité de trier le bon grain de livret n'auront pas tous les leviers pour pouvoir apprécier. Donc, une initiative comme celle-là, elle est louable, elle est même à féliciter, mais j'ai une préoccupation. J'ai l'impression que des 9 candidats, il y a un qui est refracté au débat et je ne sais pas comment vous allez faire pour l'amener sur un plateau de télévision ou le faire participer à ce débat. Les exemples qui sont légion peuvent corroborer cette assertion. Il n'y avait pas meilleure technique pour faire la passe à Robert Mouté-Abassa. Je présume que le candidat qui, selon vous, ne serait pas prêt, le candidat du parti au pouvoir, que certains soupçonnent de ne vouloir venir à des débats politiques. Je vais peut-être lui laisser le temps de réagir, mais certainement nous donner les contours des réunions qui sont en train de se faire en soirée comme ça, dans la nuit, alors que la campagne... Bonsoir Robert Mouté-Abassa n'est pas encore ouverte. Bonsoir député, bonsoir co-panélistes, bonsoir aux téléspectateurs de STV. Non, vous savez, on ne peut pas comparer un Rolls-Royce et les Corolla, hein. C'est deux véhicules différents. Notre champion, le président de la République, c'est quelqu'un qui est au pouvoir, qui est en poste, bien qu'il soit candidat, qui gère au quotidien, qui fait face à un certain nombre de choses, qui vit la réalité, qui a l'expérience nécessaire. Il ne va pas aller se comparer à ceux qui vendent de l'illusion, ceux qui veulent peut-être venir s'asseoir, ils veulent dire quitte, nous on va s'asseoir. Moi je pense que par rapport au débat, ils vont peut-être faire le débat 8, notre président, je pense que... Et il jette l'éponge? Il ne jette pas l'éponge, c'est pas son niveau. Je ne peux pas comparer Rolls-Royce et une K70. Il est un candidat supra exceptionnel. Non, disons que c'est un chef d'État en fonction. Il a de l'expérience, il maîtrise la fonction. Laurent Gbagbo n'était pas moi, hein? Non, tout Sarkozy, à fait. Là, c'est différent, c'est un débat à deux. Là, c'est un débat à 9. Ils veulent faire un débat à 9. C'est très différent. Ils copient ça un peu dans le style de ce qui s'est passé en France, lors des élections présidentielles, où on a vu tous les candidats étaient sur un même plateau, et puis la même question était posée à tous. Bon, c'est du copier-coller. Est-ce qu'on va toujours passer le temps à faire du copier-coller? Il faut adapter les choses aux réalités locales. Vous savez, nous ne sommes pas encore à un niveau où on pense que les programmes peuvent influencer les gens. C'est vrai. Entre ce qui se passait à 10 ans, 20 ans en arrière, où c'était le rire au maquereau, et aujourd'hui où les gens commencent à cogiter, à réfléchir, mais la proportion reste encore faible pour penser que les programmes seuls peuvent faire influencer les choses. Vous savez, quand vous voyez certains candidats aller à l'extérieur, rencontrer la diaspora, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas allé là-bas.
Mais c'est une erreur, ils doivent aller, parce que vous savez que la diaspora influence beaucoup de gens ici. Parce que les gens ici votent en fonction de leurs affinités, leurs frères, leurs cousins, leurs amis, de ceux qui s'occupent d'eux. Parce que quelqu'un qui est aux États-Unis et qui nourrit une famille de 10 personnes au Cameroun est capable d'influencer ces 10 voix, qu'on le veuille ou pas. Donc, dire que, comme certains, j'ai lu dans les réseaux sociaux, et dans qu'est-ce qu'ils vont chercher à l'étranger. C'est vrai, ils ont besoin d'argent, parce que la campagne demande beaucoup d'argent. Il faut aller voir les compatriotes qui sont là-bas, s'ils peuvent donner un coup de pouce, mais c'est les compatriotes qui peuvent aussi influencer beaucoup, qui sont aussi... Donc pour revenir au débat des candidats, à le débat à 9, il y aura peut-être un débat maximum à 8. Notre candidat ne sera pas là, il faut le dire clairement, ça ne sert à rien, parce que nous pensons que nous avons choisi au sein de notre parti la politique porte-à-porte. Donc, parce que ce que les autres font aujourd'hui, nous on l'a fait dans le passé. On a vu les conséquences que ça nous a amené. Aujourd'hui, on pense que pour être efficace, il faut faire le porte-à-porte. Et le porte-à-porte, justement, on fait des réunions parce que tous les jours, c'est des derniers temps. Votre candidat fera-t-il personnellement le porte-à-porte ou à travers ses émissions? Non, vous savez, justement, il y a Elie Milobé qui a passé des mois et des mois à expliquer ça à tout le monde ici. Nous avons à peu près 9000 élus du peuple. 9000 poussières élus du peuple qui vont aller sur le terrain, les élites qui militent au RDPC, les membres du comité central, les députés, les sénateurs, les conseillers municipaux, les maires, tous ces gens qui sont du RDPC vont porter la voix de notre champion le plus loin possible. Alors, vous voyez un pays comme le Cameroun avec 360 arrondissements, penser que notre président va faire les 360 arrondissements, ce n'est pas possible. Il est obligé de s'appuyer sur ses collaborateurs, qui sont des membres de droit, qui sont des militants, qui sont des membres du comité central, qui sont les députés, les maires, les conseillers municipaux. Tous ces gens vont porter la voix du président le plus loin possible. C'est la raison pour laquelle vous pensez que, vous comprenez que le président, vous allez voir, moi je ne sais pas, je ne dévoile rien, mais je crois que le président va peut-être faire 2 ou 3 ou 4 sorties maxi. Il n'a pas besoin d'aller plus loin. Parce que s'il fait beaucoup... nous sommes là sur le terrain pour ça. Nous sommes organisés déjà. Et nous allons faire le porte-à-porte. Et le porte-à-porte, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous, députés, vous irez vers les gens qui vous connaissent, que vous connaissez. Discuter avec eux. Non, je ne sais pas. Je vais un exemple. Députés militants de RDPC. Non, du tout. Je le dis c'est un exemple. C'est un exemple. Non, non, je refuse même l'exemple. Vous qui êtes ambassadeur militant de voilà, c'est mieux. Il a, dans son village, dans son quartier, auprès des gens qu'il connaît, essayer de leur prêcher la bonne nouvelle, du RDPC, et leur faire comprendre que, nous avons un candidat qui est en poste, qui a de l'expérience, qui maîtrise les sujets, qui sait ce qui se passe, et qui a l'expérience et la capacité nécessaire pour résoudre nos problèmes. C'est vrai qu'on va peut-être en parler tout à l'heure, mais ce qui est sûr, c'est que les autres qui viennent, beaucoup ne savent peut-être pas que tous mangent sur la main du président Biya, tous. Ah bon? Mais bien sûr. On en parle dans une minute. Bien sûr. Donc, alors, allez tromper les autres en leur faisant croire que Biya, c'est la caisse. Les autres sont des sous-caisses. Je crois que okay? je suis clair là-dessus. Je devine un peu déjà. Non, c'est pour dire que, les gens se battent plutôt. Les gens se battent plutôt pour être premier, deuxième ou troisième de l'opposition. C'est pas pour remplacer Biya. Okay. Parce qu'ils n'ont pas la capacité. Alors, dites-nous, André-Marie, vous avez rencontré, vous avez dit déjà 6 candidats des 9. Absolument. Qui sont-ils? Quels ont été les points évoqués? Que vous ont-ils dit? Sont-ils prêts à faire ce débat? Dans quelles conditions? Vous pouvez oublier le président Biya, il ne sera pas là. Je vous le dis sur le plateau en direct, il ne sera pas là. Nous avons rencontré beaucoup plus. Donc, nous avons rencontré exactement 8 candidats, dont y compris le président Biya. Donc, nous avons été très bien reçus, contrairement à ce que dit monsieur... non, je n'ai pas dit qu'on vous a mal reçus, mais je ne serai pas là. Nous avons été très bien reçus. C'est deux choses différentes. Et nous avons... Le seul candidat que nous n'avons pas pu approcher jusque maintenant, c'est le candidat Adam Damjoya. Donc, nous comptons rencontrer incessamment. Vous avez des raisons pour lesquelles pas de raison officielle, de toutes les façons. Donc, nous les avons rencontrés. Nous avons 6 signatures, ce que nous avons appelé des accords de principe. Donc, sur les 6 signatures, 5 sont effectives. Et nous attendons une 6e signature. Il s'agit, en fait, vous voyez, nous avons divisé... Allons-y pas à pas. Oui. Qui sont les 5
Les qui ont déjà donné leur engagement ferme. Très bien. Avant de répondre aux 5, permettez-moi, je vais donner les noms, bien sûr. Permettez-moi de vous expliquer un peu la procédure. Okay. Nous avons procédé, puisque nous rencontrions effectivement des blocages ça et là, nous avons procédé en 2 blocs, le bloc des anciens et les nouveaux. Il y a 3 anciens et il y a 6 nouveaux. Les 6 nouveaux nous ont accueillis avec beaucoup d'enthousiasme, c'est-à-dire ceux qui arrivent à la présidentielle pour la première fois. Il s'agit de M. Joshua aussi, de M. Cabral Libi, de M. Akeremouna, de M. Maurice Kamto, M. Serge Espoir Matomba et de M. Franklin Difford. Ces 6 personnes nous ont très bien reçus. Nous avons eu pour les uns au téléphone, pour les autres par l'intermédiaire des porte-paroles. Ils ont donné leur accord de principe en dehors de sauf M. Akeremouna, dont l'emploi de temps et le timing avec le porte-parole n'a pas coïncidé avec celui de la commission. Mais jusqu'ici, nous sommes en de très bons termes et nous avançons dans le travail. Donc les 3 anciens, il s'agit de M. Gargar Manadi, de M. Adamou Damdio et de M. Paul Biya. Des 3, nous avons rencontré 2. C'est-à-dire M. Paul Biya par l'entretien. Non, on n'a pas rencontré Paul Biya. Non. Je ne m'ai pas laissé terminer. Allez-y. Monsieur Paul Biya par le biais du comité central. Ensuite, le comité central? Du cabinet. C'est important. Il faut dire la vérité au Camerounais. Vous avez rencontré qui au comité central? C'est des courriers, on n'a pas besoin de rencontrer les gens. Vous avez reçu des réponses à vos courriers? Oui, effectivement, nous avons reçu des réponses à nos courriers. Le secrétaire général du RDPC vous a répondu? Nous a renvoyé, puisque nos courriers étaient d'abord adressés aux candidats personnellement à travers le comité central qui nous a renvoyé au cabinet civil. Donc, le courrier a été déposé au cabinet civil avec des décharges. Donc, effectivement, nous savons que le cabinet et le site internet du Rassemblement démocratique est très actif. Donc, nous avons votre adresse mail et nous avons envoyé des mails par là-bas. Et le compte rendu est très positif par rapport à ce que, y compris dans les réunions auxquelles ils viennent participer. Je suis membre du comité central. Je vous dis, il ne sera pas là. Ils ont sûrement parlé de cela. Nous avons compris cela et nous n'allons pas nous arrêter. Alors, j'ai posé une question qui n'a pas trouvé réponse. Laquelle? Quel était le contenu concret des échanges que vous avez avec ces candidats? Ils s'engagent jusqu'à quel niveau? Sont-ils tous prêts à venir au débat? Absolument. Les uns contre les autres? Quel est leur niveau d'engagement dans cette initiative? C'est pourquoi il était très fondamental de dire qu'il y avait 2 types de candidats à cette élection présidentielle. Il y avait les nouveaux et les anciens. Il y a les 3 anciens et les 6 nouveaux. Les 6 nouveaux sont très enthousiastes. On comprend peut-être que c'est la première tentative et donc l'enthousiasme est dû à cela. Mais c'est un autre avantage et c'est également à l'avantage de tous les Camerounais qui attendent ce débat. Nous avons donc les 3 anciens qui, bien évidemment, du point de vue de ce que nous avons entendu, mais je peux vous dire que c'est pas ce qu'ils nous ont dit, ce que M. Mouté dit là, c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire qu'il y a des candidats qui se considèrent au-dessus des autres. C'est pas l'impression que nous avons eue. Nous avons eu plutôt une impression qu'il y avait des candidats qui étaient plus prudents, c'est-à-dire qui demandaient à savoir quelles sont les règles de jeu, quels sont les principes, qui sera le meilleur modérateur, est-ce que vous avez la logistique qui va avec, est-ce qu'il s'agit de quelque chose de bien structuré et de scientifique. Voilà en fait où pesait un peu, où se situaient les pesanteurs réelles. Mais une fois que nous avons répondu à ces questions de la part de la commission, du comité technique d'organisation, du comité scientifique et de la commission elle-même, eh bien, les candidats se sont très vite investis et à l'heure actuelle, ils sont même prêts à contribuer pour que ce débat prenne corps, y compris au comité central. Malheureusement, je ne sais pas comment ça se passe là, mais on n'a pas le même niveau de feedback. Nous, au niveau de la commission, nous sommes très contents du comité central qui reçoit très favorablement nos émissaires à chaque fois, n'ont jamais été repoussés et donc nous pensons que les choses avancent de ce côté. Il sera peut-être surpris que son candidat arrive ce jour au plateau. Et je vais dire quand même quelque chose. Tout à l'heure, le temps de laisser non, c'est juste c'est en adéquation avec ce qu'il dit. Il a vu 2 camps, les nouveaux et les anciens. Évidemment, les nouveaux sont dans la fiction, les anciens sont dans le réel. Donc, ils voient les choses de la même manière. Achille Azemba, vous êtes dans la fiction, mais ma question était au-delà de l'initiative. Je veux dire qu'il est clair que même pour l'animation de la démocratie, même pour davantage rapprocher les idées, les programmes, faire connaître ceux qui veulent, du moins, qui viennent conquérir la magistrature suprême, pour l'opinion, pour les électeurs, il est clair que au-delà de cette initiative,
un débat médiatisé entre les différents candidats serait une avancée quand même. Oui, vous avez vu, et ça a été une fois prouvé sur ce plateau, la fébrilité dans laquelle est installé les adeptes de ce parti politique. Ailleurs, on ne fait même pas de débat sur la possibilité d'un débat. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut voir ça. Et vous avez également vu une idée qui est émise, celle d'un débat, et du coup, les gens se braquent. Alors que non, c'est quelque chose... la réponse. Alors, on se bat pas, vous donne la réponse. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est-à-dire ne pas perdre le temps dans la fiction. C'est la réponse, il ne sera pas là, je vous le dis. Pour vous, c'est la fiction, mais pour d'autres, ça peut être quelque chose. Je vous dis qu'il ne sera pas là. Moi, je pense que ne rêvez pas. Les faits nous donnent raison. En 36 ans de règne, on peut compter le nombre de fois que leur champion, aussi sûr de lui, a pu donner une interview à une chaîne de télévision camerounaise ou à un journal. Donc, c'est tout dit. Mais je pense aussi que quand on est sûr de soi, on pense qu'on peut communiquer aussi aisément. Et participer à un débat contribue à faire développer vos idées et peut-être même à démontrer ce que vous faites. Bon, si on estime de ce côté vraiment que leur candidat participe à un débat ou pas, c'est de leur responsabilité. On n'a pas à braquer un fusil sur lui pour l'amener à participer à un débat. Ils sont libres de faire participer leur champion ou pas. Mais le fait de ne pas participer ne voudrait pas dire que l'idée est mauvaise. On gagnerait à encourager une initiative comme celle-là. Et justement, ça se répercute même dans d'autres secteurs de la vie camerounaise. Et mettez sur la table une idée de création d'une entreprise, directement les gens vont se braquer, ils vont dire vous ne pouvez pas. Mais même dans votre programme, vous parlez de faire quelque chose que les gens n'ont pas pu faire. Ils vous posent la question de savoir où est-ce que vous allez trouver de l'argent. Et pas de la fiction. La fiction, elle est où? Jugez le maçon au pied du mur. Si vous avez échoué durant un certain nombre d'années, est-ce que votre échec garantit l'échec des autres? Alors, de grâce, vivement que cette nation, que les mentalités se redressent pour qu'on puisse construire cette nation et qu'on mette de côté l'arrogance, la suffisance. Nous sommes tous des Camerounais, nous nous battons pour unir et construire ce pays. De grâce, développons-le. Et quand il y a des idées qui vont dans le sens de la compétition et de l'amélioration, vivement. J'entends classifier les candidats, je sais au nom de quoi. On a vu dans des démocraties, des autres démocraties, parce que le Cameroun ne vit pas en dehors d'une planète. Nous sommes dans une planète. On a vu des présidents sortants débattre, communiquer, battre campagne. On affirme ici qu'un candidat qui va briguer la magistrature suprême, ne serait-ce même pour un autre mandat, ne peut pas faire plus de 3-4 sorties. Il est tellement dans sa bulle que... Et justement, vous comprenez pourquoi le Cameroun, 36 ans après, est dans une situation catastrophique. Vivement le 7 octobre, je pense que les choses vont aller dans la bonne direction. Et notre candidat, par ma voix, peut déjà vous donner son accord pour participer à un débat comme celui-là, qui participe de la construction des idées pour la construction de la démocratie camerounaise. Voilà qui est clair. Vous voulez ajouter un mot et puis on va Bien sûr, puisqu'il a pris ce qu'il veut. J'ai dit notre candidat, on a 3-4 sorties, je maintiens. Pourquoi? Parce qu'on a plus de 9 000, 10 000 personnes qui seront sur le terrain. Il n'a pas besoin d'aller partout. C'est pas pareil par rapport à des gens qui veulent se faire connaître. L'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un individu et son peuple. Bien sûr, mais... Pas entre un individu et 9 000 représentants. Vous n'allez pas changer la configuration qui existe, qui veut que le parti qui est au pouvoir a des gens, des élus un peu partout, des élus qui sont aussi des gens qui ont été choisis par les mêmes populations. Donc vous ne pouvez pas l'empêcher. Donc quelque part, choisir le fait qu'il va sortir 3-4 fois, ça change. Il peut même ne même pas sortir. Parce que tel que les choses se passent avec ses équipes sur le terrain, nous, on est déjà prêts là. Il a fait une circulaire qui a été diffusée auprès de tous les dirigeants, auprès des membres du parti. Et le secrétaire général a sorti les stratégies et les méthodes de terrain. Donc, nous sommes déjà bien informés de tout ça. Et on n'attend plus que samedi pour lancer les choses. Tranquillement. Alors, vous êtes habitué quand même à ce genre de débat dans le milieu dans lequel vous vivez. Quand vous observez ce qui se passe ici, qu'est-ce que vous dites? Je crois déjà qu'il faut aller à la base que le Cameroun, ce n'est pas la mer, le Cameroun, c'est le Cameroun. Tout à fait. Et je crois qu'en prenant cette réalité déjà, il faut savoir
remettre à César ce qui appartient à César. Parce que nous avons passé, nous sommes dans la diaspora, mais nous n'avons jamais vu, si ce n'était pas les élections de 2011, on n'aurait jamais vu aucun parti d'opposition venir faire un tour pour visiter les Camerounais. Et en plus, pas pour visiter les Camerounais, pour venir instrumentaliser les Camerounais, Et demander du politiser les Camerounais, soutirer les Camerounais, Voilà. mais pas pour venir prendre le temps, essayer de comprendre le problème des Camerounais, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Voilà pourquoi je suis je suis à l'aise, le plateau il est bien, mais quelque part j'aurais voulu retrouver tous ces 8 autres candidats ici, parce qu'avec le président M. Paul Biya, nous avons déjà eu avec lui une démarche positive, parce qu'il a pris soin de penser à la diaspora, et nous avons eu l'avantage de l'avoir, le droit au vote en 2011. Et pendant ce temps, je crois que tous les partis d'opposition, ils n'ont jamais fait un flair pour passer au sein de la diaspora, ne serait-ce que... Non, mais il y a beaucoup de... Ces dernières semaines, il y a Joshua Ossian revient, oui, Keremouna Yete, Cabral Libé, j'en viens. Tous sont arrivés juste pour politiser, pas pour écouter les problèmes de la diaspora. C'est quoi la Il y a différence? nuance. Il y a tellement de nuances parce que ce n'est pas la veille des élections que vous allez venir voir la diaspora. Vous venez voir la diaspora. Auparavant, pourquoi on n'est pas venu pour sympathiser, ne serait-ce que... Avant, il n'était pas candidat. Avant le 8 octobre, il n'était pas candidat. Avant le 8 août, il n'était pas Mais candidat. vous représentez un parti politique. Il fallait quand même venir partager la vision de votre parti à cette diaspora pour pouvoir les attirer à leur participation pour ces élections. Mais vous arrivez à la veille parce qu'il y a une élection, l'autre qui vient chercher l'argent, l'autre qui vient parce qu'il vient faire un tour. Moi, je crois que sur le fait s'il y aura le débat entre les 9 candidats, je crois que nous, de la diaspora, nous comprenons que le président en exercice, il a mis des structures qui ne lui permettent pas de sortir faire une campagne parce que tous les Camerounais font sa campagne. Tout à fait. Ça, c'est une réalité que je crois que mes frères panélistes qui sont là, ils vont comprendre qu'eux-mêmes, ils font la campagne déjà du président. Parce que nous avons compris que même les oppositions, tous ces partis d'opposition, ils ont démontré qu'ils ne viennent pas pour prendre la première place. Ils viennent pour chercher la deuxième place. Ça, c'est clair. Donc, ça veut dire eux-mêmes, ils font la campagne pour le 9e candidat. Et nous ne pourrons pas être surpris et en plus, même, ça serait même à tort. Si le président pourrait se lever, se déplacer pour dire je viens m'asseoir dans un débat avec les partis d'opposition. N'oubliez pas que le président, le candidat du RDF, il sort du ventre du RDPC. Nous le savons, nous, c'est la diaspora. Il n'a jamais été au RDPC. Mais il n'a jamais été, mais nous savons les entrailles qui se passent entre lui et il y a le président du MRC. Il sort tout droit, tout fraîchement du RDPC. Tout de suite. Vous avez M. Gaga qui vient tout droit du RDPC. Et en plus, vous avez M. Kabar, lui, comme je le dis toujours à tous les plateaux, que celui-là, vraiment, il fait que d'une gesticulation. Bon, bref, il a son chemin. Peut-être parler de ceux qui sont pas présents. Nous n'allons pas... On peut aisément parler du SDF. Un candidat de l'opposition représente tous les candidats de l'opposition. Ils s'entendent. Si vous me dites que... Non, du tout, plus qu'ils sont 9. Plus qu'ils sont 9. Alors, donc, ils sont 8. Non, il y a 9 candidats. Il y a 9 candidats. Chacun parle en son nom. Alors, l'opposition, ils sont 8. Je crois bien, l'opposition, il y en a 8. Oui. Mais il y en a 9 candidats. Oui. Ça, il faut faire la part des choses comme ça déjà pour mieux se comprendre. Parce que la réalité nous prouve aujourd'hui que les 8 candidats, ils ont le droit devant le citoyen camerounais de faire déjà un débat entre eux d'abord. Je crois que les Camerounais seront satisfaits de comprendre que l'opposition est en train de se prendre vraiment les responsabilités que le peuple attend d'eux. Parce que vous avez 8 projets, on ne comprend pas qu'avec 8 projets, vous voulez bien tout de suite, vous voulez impliquer le président en place qui est en train de faire un travail dont nous nous bénéficions, nous le peuple et nous de la diaspora. Et nous ne pouvons pas vraiment aujourd'hui nous dire comme quoi que la faisabilité d'un débat à 9 n'est pas une bonne chose pour une bonne démocratie. Mais quelque part, le Cameroun étant le Cameroun, nous avons l'œil et le regard très optimiste que les élections du 7, les Camerounais vont décider. Ce n'est pas le débat qui va décider. C'est clair. Alors, sur le plan technique, comment vous concevez ce débat? Ce sera quoi? Sur un peu plus de la centaine de chaînes de télévision qui existent, les 400 journaux et autres, 300 radios.
Techniquement, comment est-ce que vous entendez planifier cette initiative? Nous avons beaucoup avancé. Nous avons déjà le choix du site, ce qui est quelque chose d'extraordinaire, c'est le Palais des Congrès. Nous avons choisi la salle des huis clos que nous avons visitée par les soins du directeur général et des équipes du Palais des Congrès. C'est une salle qui offre l'espace nécessaire et surtout les loges, parce que nous pensons que chaque candidat aura une loge qui sera brandée aux couleurs de son parti. Et c'est dans la loge qu'il va se retirer avant et après. Donc sur le plan de la production, nous avons un cabinet. Nous avons d'abord pensé à associer toutes les chaînes de télévision, mais sur le plan logistique, c'était un peu lourd. Donc nous avons choisi un cabinet, je vais dire une maison de production, qui nous a donné déjà des factures pro forma, les détails techniques. Nous aurons à peu près une vingtaine de caméras, dont 9 caméras, chaque caméra sur les chaises qui seront disposées, chaque candidat a sa caméra. Il y aura une caméra d'ensemble qui filme la salle en panoramique. Vous avez des caméras pour chacun des deux présentateurs. Vous avez une caméra tournée vers le public. Vous avez une caméra dans chacune des loges et vous avez une caméra qui suit les candidats depuis leur état-major jusqu'au Palais des Congrès. Donc ce sera quelque chose d'inédit, d'extraordinaire, un moment de télévision, un grand rendez-vous de télévision auquel nous invitons tous les Camerounais d'ailleurs. Sur le plan de la diffusion maintenant, nous avons des diffuseurs partenaires avec lesquels nous avons commencé à travailler. D'ailleurs, je suis ici à Douala pour continuer cette négociation avec les chaînes de télévision basées ici, donc STV et vos autres collègues. Donc, pour ce qui est de Yaoundé, nous avons suffisamment avancé et aujourd'hui, nous pouvons vous dire que nous aurons même des diffuseurs étrangers avec qui nous discutons, qui sont preneurs, qui sont friands de ce projet, qui va littéralement révolutionner. Une fois ayant répondu à cette question, permettez que je répondisse un tout petit peu, peut-être pour non pas, j'ai entendu tellement de choses ici. Si nous n'avions pas fait ce parcours jusqu'ici, on se serait dit, mais bon sang, on devrait rentrer à la maison, faire valise. Mais il y a un artiste qui dit, quand on vous explique le Cameroun et que vous comprenez, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Donc ces personnes qui pensent connaître le Cameroun et pensent connaître le président, qui ne sera pas là à ce débat, ils seront très surpris. Parce que je peux vous dire, monsieur Dipita Tongo, que le 30 septembre, le président de la République sera sur notre plateau pour le débat. Parce que le débat, c'est pas simplement... 30 septembre 2018. C'est la date retenue pour le débat. C'est la date retenue pour le débat. Un seul tour, finalement. Parce qu'au départ, nous avions 2 tours de débat. Et sur le plan logistique, c'était lourd. Sur le plan de l'organisation, nous avons discuté avec les états-majors qui nous ont dit nos candidats ne peuvent pas se déplacer 2 fois. Et donc maintenant, il s'agit de faire un seul débat entre les 2 semaines, parce que c'est 2 semaines, dans le dimanche mitoyen, c'est-à-dire on lance la campagne samedi, le dimanche de la semaine qui suit, nous aurons le grand débat en direct sur nos chaînes de télévision et sur Internet pour la diaspora. Donc voilà, en réalité, c'est pas un moment où le débat ne change pas la nature d'une élection, évidemment. Parce que le débat ailleurs, c'est généralement pour les indécis. Parce que dans une élection, vous vous rendez compte que c'est au cours de ces débats que vous allez parler diaspora, mais vous n'avez même pas eu une minute pour prendre vos voix et pour prendre... Vous saviez que... Au moment où elles vont se décider, ce sera l'occasion pour le candidat de se vendre et surtout de vendre son projet auprès, non pas des turiféraires ou des militants convaincus, mais auprès des personnes qui n'ont jamais voté, qui vont voter pour la première fois. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des Camerounais, à peu près 52% de la population électorale qui est nouvellement entrée dans le fichier électoral cette année? Vous n'avez pas tenu compte de ces personnes, ils n'ont jamais voté. Il y en a qui, par exemple, cette année, vont voter pour la première fois. Il faut tenir compte de ces personnes, il faut leur vendre le projet, parce qu'ils sont nés, par exemple, à une période où il y a la culture du débat politique, ils ont vu le débat en France, ils ont vu, je suis sûr que M. Mouté Ambassa, il suit très bien les débats aux États-Unis où l'élection est à un tour. Il suit très bien les débats en France. Il suit les débats partout. C'est quelqu'un de très cultivé. Je le suis dans les médias depuis très, très longtemps. Et d'ailleurs, nous sommes tous des Bamois. Donc, il sait très bien ce que c'est que l'importance du débat. Et il sait très bien que à ses enfants, à ses petits-enfants, il est grand un Cameroun où on fait le débat, où la culture du débat s'enseigne à l'école, comme chez les anglophones, s'enseigne à l'école, comme je veux dire dans les cultures anglo-saxonnes. Donc moi je pense qu'on ne devrait pas penser que le débat est un piège, un guet-apens, que la scène publique médiatique est un no man's land ou une zone réservée.
C'est pourquoi nous avons institué ce que nous avons appelé un code de bonne conduite. C'est quoi le code de bonne conduite, M. Mouté-Ambassa? Il s'agit d'un document qui va être ratifié par tous les candidats, dans lequel ils s'engagent à respecter les consignes, n'est-ce pas, du plateau, à respecter par exemple le temps de parole, à respecter par exemple leur vis-à-vis, leur alter ego, à ne pas adresser la parole directement au candidat sans passer par le présentateur, à répondre à la question en 1 minute 30 secondes ou beaucoup moins, à pouvoir rebondir, à demander la traduction parce que ce sera en français et en anglais. Et j'aimerais peut-être sur une autre question, c'est que le candidat qui ne sera pas à cette élection ne pourra pas être, à ce débat, autant pour moi, ne pourra pas être représenté, malheureusement. Sa chaise va rester vide. Nous aurons 9 chaises. Même si nous n'avons pas 9 candidats, M. Mouté-Ambassa, nous aurons 9 chaises. Il y aura forcément des chaises vides. Mais ce que je voudrais vous dire, je sors vraiment définitivement sur la question, que ce n'est même pas le candidat de Mouté-Ambassa qui a été le plus difficile à rencontrer, ou avec qui on a eu des difficultés. On en a dit, malheureusement, ils ne sont pas sur le plateau, M. le député, on ne va pas en parler. Mais il y a vraiment eu parmi ces candidats des personnes qui étaient plus réfractaires, parfois même directement, qui nous ont appelés directement. On a beaucoup négocié, mais nous ne perdons pas espoir, parce que vous savez, quand quelque chose est inspiré de Dieu, comment est-ce qu'un homme peut l'empêcher? C'est pas possible. Donc c'est une équipe jeune, dynamique, qui croit en Dieu et qui pense que il est temps que les choses changent dans ce pays. Robert Mouté, est-ce que vous comprenez au moins la nécessité? On a compris que vous ne serez pas partant, mais je veux dire que fondamentalement, vous êtes quand même d'accord avec la nécessité, la pertinence d'un débat entre les candidats? Disons que nous n'avons pas les mêmes visions des choses. Le débat en lui-même, il a dit, moi je suis favorable au débat, mais pas pour les mêmes objectifs. Moi je pense que ça nous arrange de bien voir les 8 autres débattre, et on va utiliser ce débat pour les neutraliser durant la campagne. Si vous voulez que je le dise très simplement, puisqu'ils seront obligés de se dévoiler, et on va utiliser leurs arguments pour les neutraliser durant la campagne. Vous comprenez? La politique, c'est ça aussi. Moi, je parle en tenant compte des réalités de notre pays. Vous savez, il y a des choses que, quand vous êtes de l'extérieur, vous êtes à l'extérieur, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Et j'aime bien prendre cet exemple, parce que nous sommes sur ce plateau. Moi, qu'est-ce que je regarde devant moi? C'est 2 caméras. Qu'est-ce que le député regarde devant lui? C'est l'écran de console et le contrôle et une caméra. Qu'est-ce que la diaspora regarde? C'est et moi et la caméra qui est de l'autre côté. Pourtant, nous sommes dans la même salle. On voit presque de la même manière. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis, je parle avec beaucoup de réalisme, parce qu'il y a 15 ans, 20 ans, je réagissais comme le petit frère. J'étais enthousiaste. J'étais très enthousiaste. Mais j'ai compris que ça ne se passe pas toujours comme ça. Et je vois les candidats, quand je parle de fiction, ce n'est pas une façon de dire que c'est des candidats au rabais. Non. C'est qu'ils n'ont pas l'expérience nécessaire et comprendre ce qui se passe réellement. Parce que nos élections sont très complexes, contrairement à ce que les gens pensent. Donc, moi, je parle dans la réalité. C'est la raison pour laquelle je prends des raccourcis. Je parle tout de suite, je dis au petit frère, le président Biya ne peut pas être là. Il ne va pas nous faire la surprise d'être là. Ce n'est pas possible. Au mieux, si vous avez quelqu'un, c'est peut-être un représentant. Et comme vous avez dit, qu'on n'accepte pas de représentant, sa chaise sera vide. Je vous le dis dès maintenant, ça ne sert à rien de réfléchir. Vous avez écrit au cabinet civil. Si vous avez la chance, on va vous répondre de façon courtoise, comme d'habitude. Mais ça ne veut pas dire qu'il sera là. Donc moi, je pense qu'il faut être réaliste. Le président Biya n'est pas dans une position où il veut se faire connaître. On le connaît, avec ses points positifs et ses points négatifs. Jusqu'où ira-t-il dans cette campagne? 4 villes, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui, 3 ou 4 villes. Parce que, tu sais... il n'y a que dans 4 villes qui n'est pas connu. Non, parce que ce serait donc quoi l'objectif de ces sorties? Le RDPC se déploie dans les 360 arrondissements. Je peux vous garantir que quand vous voyez le nombre d'élus, le nombre d'élites... Y a-t-il un seul arrondissement qui n'aimerait pas recevoir le candidat Biya? Non, le problème n'est pas à ce niveau. Le président Biya, je crois, au-delà du fait qu'il soit candidat, il reste président en fonction. Il continue de travailler au quotidien. Même pendant la campagne électorale, il sera tué à son bureau pour travailler. Donc, il ne peut pas avoir le temps des autres qui veulent se faire connaître, qui vont faire 3 meetings dans la journée. Et nous, on connaît les militants camerounais. Vous savez, vous venez à Douala, vous venez à Bafia, vous venez à Yaoundé, vous venez à Garoua. Le SDF vient faire un meeting, les militants sont là, les mêmes. Le RDPC vient, c'est les mêmes. Lui, la NDP vient, c'est les mêmes. Au final, chacun sait où il va aller.
Mais comme les autres viennent avec à manger, à boire, avec la bonne parole, on les écoute. Mais au final, rien ne va pas changer. Le petit frère a dit tout à l'heure qu'il y a 52% d'accroissement d'inscrits de jeunes. C'est pas vrai. En 2011, je crois que nous étions à 6 500 000 électeurs. Et là, nous sommes à 6 300 000. On a plutôt régressé. On n'a pas augmenté. Ça veut dire que les doublons qui permettaient d'être à 6 500 000 ont été évacués. On a plutôt baissé. Donc, je ne sais pas où il a pris les 52%. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui n'ont pas voté en 2011, qui étaient assez nombreux, vont prendre part au vote cette fois-ci, oui. Mais ce n'est pas les nouveaux inscrits. Ils sont là depuis. C'est la raison pour laquelle, je dis, nos élections sont souvent un peu délicates à comprendre. Moi, je pense que ce débat, il est bien pour permettre aux Camerounais de voir parmi les leaders de l'opposition qui sont ceux qui émergent, qui sont ceux qui peuvent être les leaders de demain. Je crois que c'est là où c'est bon. Mais dire qu'ils viennent challenger le président Biya en poste, je dis non, il faut oublier ça. Non, c'est pas cynique. Moi, je pense que, je l'ai dit, et je ne mâche pas mes mots là-dessus, personne ne combat directement Biya ou bien ne veut prendre sa place. Ils veulent mettre en place une nouvelle hiérarchie de l'opposition. Et ce débat est bien placé pour permettre que parmi les 8 qui vont compétir, on va voir effectivement qui est celui-là même qui allie bien la théorie à la pratique. Parce que vous savez, il y en a qui sont très théoriques, il y en a qui sont théoriques et pratiques. Ça se voit, hein. Moi, je ne veux pas citer les noms, mais ça ne besoin pas d'en citer. Moi, je vois le candidat du SDF, on voit bien que c'est quelqu'un qui est assez calme, posé. Je suggère qu'on s'en tienne à lui parce que les autres candidats ne sont pas représentés ici. Donc, Achille... Tout à fait. Non, c'est un ami personnel en plus. OK? C'est un ami personnel. Donc, je le dis, il est un homme d'affaires, il est député à l'Assemblée, il s'est frotté au système. Moi, je me rappelle, avant qu'il soit à l'Assemblée, il était très virulent, hein. Après, il a commencé à comprendre comment les choses fonctionnent. Il a changé. Donc, ceux qui ne sont pas encore arrivés à ce niveau, ceux qui n'ont pas occupé des postes qui leur permettent de manager à un certain niveau, vendez l'illusion. Bon, on peut les laisser. Mais les Camerounais ne sont plus dupes. OK, vous savez, quand vous prenez les réseaux sociaux, là, vous voyez un peu comment certains agissent. Il y en a une dizaine, une cinquantaine de personnes qui font du boucan comme s'ils sont des milliers. Mais ils ne sont pas nombreux. Le taux de pénétration d'Internet dans notre pays, c'est moins de 5%. Donc, vous comprenez que vous faites une tempête dans un verre d'eau. Donc, quelque part, nous, on est serein. On a choisi une méthode de porte-à-porte pour essayer d'aller vers ceux qui vont pouvoir élire et discuter avec eux, échanger avec eux par rapport aux grands meetings populaires où les gens viennent faire les rallyes avec mes amis bensikina. Quand ils viennent me voir, ils me disent, président, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ben allez-y, si on vous donne à boire, allez boire. Vous n'avez rien demandé. Maintenant, le jour du vote, il faut voter utile. C'est tout ce que je leur ai dit. Achille, vous, un tel débat sans le candidat Biya aurait-il un impact? Bon, je voudrais, avant de répondre à votre question, si vous permettez, faire quelques corrections par rapport à des choses qui ont été dites sur ce plateau, surtout en commençant par mon voisin de droite, qui s'est permis de dire que tous les Camerounais font la promotion de Biya. J'ai dit le candidat Joshua aussi, que je représente sur ce plateau, ne fait pas la promotion du candidat Biya. Moi également, qui suis sur ce plateau, je n'en fais pas. Je peux le comprendre. N'étant pas au pays, il peut être coupé des réalités. Et on espère qu'il se trompe de bonne foi. La participation ou non du président Biya à un débat comme celui-là, cette participation peut-elle avoir un impact? Je dirais pas forcément. Mais ce que les copanélistes sur ce plateau, ceux qui défendent le président Biya, n'osent pas dire, c'est qu'en fait, eux et M. Biya sont incapables, 36 ans après, de se regarder dans la glace, de répondre d'un bilan, parce que ce bilan, il saute aux yeux, il est catastrophique. Et c'est ça la réalité. Et vous savez, quand vous avez échoué, c'est difficile pour vous de débattre, de parler de votre bilan, parce que ce sont des questions sur le bilan qui vont être posées au président. Il est le président sortant. On ne demande pas à un président sortant quel est son programme. On demande au président sortant quel est son bilan. Il défend son bilan et ceux qui veulent le remplacer parlent de ce qu'ils vont faire.
Moi, je ne sais pas pourquoi on essaie de faire un amalgame. Non, il est au-dessus. Non, 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 non. Le président sortant, et ça se voit dans d'autres démocraties, participe au débat, fait la campagne et présente son bilan. Il dit, j'ai pu réaliser ceci, j'ai pu faire ceci, j'ai pu amener mon pays vers telle direction, je compte le faire. Mais, curieusement, ici chez nous, on dit non, c'est bien, et on ne nous dit pas comment c'est bien. Et puis, je vais dire, et nous sommes habitués à ce type de comportement. Une fois qu'on a posé une question sur un sujet qui concerne le président Biya, les gens se pressent, je ne sais pas au nom de quoi, de donner leur avis qu'il passe pour être l'avis du président. Je vous prends un exemple, monsieur le député, vous êtes journaliste. Quand on a parlé de délocaliser les bureaux de vote dans les casernes, c'est des gens qui ont défilé sur le plateau pour dire non, c'était pas possible, il n'y avait rien, il y avait trop de transparence. Mais curieusement, leur hiérarchie a estimé qu'il y avait du bon dedans. C'est ça. Seuls les imbéciles ne se trompent pas. S'il vous plaît, si je peux donner un conseil au turiféraire du RDPC, aider le président Biya à diriger ce pays. Mais malheureusement, il est trop tard parce que le 7 octobre, que vous le vouliez ou non, le peuple va l'envoyer à la retraite. Parce que il faut absolument qu'on le déconnecte de ces pesanteurs que vous entretenez autour de lui et la mener à ne pas prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce qu'il y a de mal à participer à un débat qui est constructif? C'est un choc d'idées. Et si vous êtes le meilleur, comme vous prétendez, vous n'avez peur de rien. Et c'est un être humain qui peut avoir, à un moment ou à un autre, failli sur un certain nombre de décisions. On n'a jamais dit qu'un président de la République, c'est un extraterrestre qui ne peut pas commettre d'erreur. Mais pourquoi est-ce qu'au Cameroun, les choses qui sont élémentaires ailleurs, on les mystifie? Non, de grâce. M. Mouté vous l'a dit. Il connaît bien M. Joshua aussi. Je pense que, sans nous vanter, il y a une force qu'il a en lui et qui fait la différence avec les autres, c'est la volonté. Parce que quand vous voulez, vous donnez le meilleur de vous-même pour arriver au résultat. Vous pouvez ne pas atteindre les résultats à 100%, mais vous aurez fait du chemin. C'est la raison pour laquelle nous pensons que ce débat, plus que jamais, est la bienvenue. Et nous allons, une fois que les conditions sont réunies, participer à ce débat pour non seulement vendre notre programme, qui est déjà en train d'être expliqué par le porte-à-porte aux populations, mais également échanger avec les autres candidats. Parce que l'important, au bout du compte, c'est qu'il y a un seul fauteuil et 9 personnes ne peuvent pas s'asseoir. Forcément, il y aura un président qui sera élu et les autres vont l'accompagner dans sa mission. L'accompagner, ce n'est pas forcément être d'accord avec lui, c'est également critiquer son action gouvernementale pour l'amener à s'améliorer. Et c'est comme ça que nous pouvons construire notre démocratie. Et on ressort par vous. Hein. Vous aurez la dernière intervention là-dessus. Merci. Ma dernière intervention est cette invitation que je lance à l'endroit de tous les Camerounais à réclamer, à faire réclamer le débat, à susciter le débat. Vous voulez que les Camerounais aillent dans la rue pour dire... Non, nous voulons que les Camerounais... C'est une situation à la révolte. Non, du tout. Nous voulons que les Camerounais de la base, des militants du RDPC, demandent au président de la République d'aller débattre. Nous voulons que M. Mouté Ambassa change de paradigme et accepte enfin le débat. Parce que quoi? Parce qu'à la vérité... Le candidat de M. Mouté Ambassa est un bon débatteur, M. Mouté Ambassa. Vous le saviez peut-être pas. Qui est? Mais je sais. Très bien. Vous l'avez déjà vu un débat? Il a débattu où? Je veux dire, c'est un bon parleur. Ah, et donc, je l'ai vu... Parce que nous tous on en rêve. Hein, non, s'il vous plaît, au Palais de l'Unité, lors de la visite avec François Hollande, il y a eu un échange avec la presse qui n'était pas du tout... Qui n'était pas non plus un débat. Monsieur Dibita, si je peux placer un mot, avec sa permission, bien parler ne veut pas dire bien débattre. Il y a quand même une différence. On peut bien parler et ne rien dire. On débat en parlant. Moi, je pense qu'il ne serait pas le dernier dans le classement. Il ne serait pas le dernier dans le classement. Vous jugerez puisque c'est vous qui organisez le débat. Très bien. Donc, c'est pourquoi j'invite donc, monsieur... Mais ne préjugez pas avant. Absolument. De ne pas avoir la crainte de ce jugement. Elle ne va pas influencer. Vous voulez donner le flambeau de la sensibilisation à Mouté Ambassa pour qu'il aille... Non, il n'y aura pas de crainte. C'est que ça ne nous apporte rien. C'est un combattant de la première heure. Et nous pensons qu'il peut utiliser son entre-gens pour convaincre le comité central, on dirait vivement le débat, le président. Donc voilà. On dirait vivement le débat parce que nous tous son intérêt. Je veux dire que STV sera bien heureux également de diffuser un tel débat. Biya face à 8 autres candidats, ce serait intéressant, mon Robert Mouté Ambassa.
Allez, on va prendre la transition pour passer au deuxième thème de ce soir. On parle du livre de l'heure pour le libéralisme communautaire. D'ailleurs, Rachel, je vais commencer par vous, cette deuxième partie de l'émission pour le libéralisme communautaire au bilan des 36 ans de gouvernance. Le fait que ce livre soit reproduit et remis en circulation en cette période, vous paraît-il anodin, une coïncidence bien mesurée? On est déjà en campagne pour vous? Non, avant de pouvoir répondre à votre question, je vais déjà faire mention de quelque chose qui m'a quand même surpris lors de la sortie de ce livre. Le fait que la cérémonie de présentation de ce livre à Douala, à l'hôtel Sawa, soit faite par monsieur le ministre de la Culture, le ministre de la République. Je ne sais pas s'il le faisait ou non du RDPC ou s'il le faisait en tant que ministre. Auquel cas, je trouve que c'est un amalgame parce que quand même, étant dans une période de compétition comme celle-là, l'éthique politique aurait quand même voulu que ce ne soit pas un ministre de la République qui le fasse. Bon, là, c'est un point de vue. Maintenant, pour la sortie de leur livre, c'est une liberté qui est de bonne guerre. C'est de bonne guerre et c'est normal qu'ils sortent comme un document comme celui-là, surtout qu'ils essayent de suivre un candidat comme celui du SDF qui a fait un peu dans l'originalité en présentant un programme cohérent, même si de plus en plus les gens s'évertuent, surtout les adversaires, ce qui est normal, c'est de leur droit de pouvoir peut-être faire remarquer les insuffisances de ce programme. Mais toujours est-il que notre train en marche et nous espérons qu'au lendemain du 7, il arrivera en gare avec notre champion à la magistrature suprême. Donc pour revenir au livre, c'est normal qu'une formation politique, c'est normal qu'une formation politique de leur trempe, c'est le contraire qui nous aurait étonné. Mais sauf que après avoir dit cela, je suis quand même tenté de rentrer dans le livre et de pouvoir me dire, est-ce que tout ce qui figure dans ce livre a pu être mis en application 36 ans après? On y répond tout à l'heure. Et j'ai bien peur que la réponse soit non, en anticipant. Djenedor? Oui, avant de rentrer sur le livre, je voulais d'abord ajouter juste un petit point. Sur la transition qu'on a faite tout à l'heure? Oui, sur la transition. En appelant mon cher, pour lui dire vraiment... André Marie, que son exception pour le débat, vraiment, nous de la diaspora, nous lui souhaitons vraiment bonne chance. Merci. Pour qu'il puisse aller chercher ces 8 candidats de l'opposition, les faire asseoir, pour que nous sachions qui sont ces personnes pour 2025. Oui, tout simplement parce que bon pour le futur. Nous devons comprendre que pendant que le président passait 36 ans, il y avait aussi 36 ans d'opposition. Donc, je suis déjà avec vous. Il y a aussi 36 ans d'opposition. Bien sûr. Et ces 36 ans d'opposition, ces opposants aussi pendant 36 ans, est-ce qu'ils peuvent donner un bilan aujourd'hui? Non, mais on peut quand même constater un renouvellement tout au moins au niveau des candidats de cette opposition. Il n'y a que 3 qui sont revenants chacun sait ce qu'il mange chez lui. Okay. Nous, de la diaspora, nous savons ce que nous faisons de la diaspora et ce que nous apportons ici. Je suis d'accord. Donc, alors, ce qui veut dire, pour revenir au livre, je crois que c'est un livre école. Quand ce livre il apparaît en 87, beaucoup n'ont pas pris l'attention de comprendre qu'est-ce qui a été écrit dans ce bouquin. Mais au fur et à mesure que le temps passe, beaucoup se sont dit, le président il avait écrit un livre, dans ce livre il y avait quoi? Et comme je venais de vous le dire... Est-ce que c'est le président qui a écrit le livre? S'il vous plaît, je crois que c'est l'homme lui-même qui a pris le temps d'apporter ses connaissances et pour partager ses connaissances avec les Camerounais en particulier et pour le monde entier en général. Et je crois que ce livre aujourd'hui n'est que le résumé des valeurs intrinsèques d'un individu
pour le bien de sa patrie, pour la conscientisation des futurs, la conscientisation des élites et de ceux qui prétendent un jour demain diriger une famille, une entreprise, une commune, une mairie, et pour ne pas dire la magistrature suprême. Ce livre aujourd'hui réapparaît pour attirer encore l'attention à une nouvelle génération, parce que vous allez voir que tous les candidats, si nous avons suivi certains candidats, beaucoup ont piégé ce livre. Et ce livre, nous, de la diaspora, ça nous sert comme un outil pour l'avenir, pour la vision du Cameroun de demain. Parce que il faut dire qu'en 87, beaucoup qui n'ont pas lu ce livre aujourd'hui ont vraiment le plaisir de vivre avec ce livre pour dire c'est un livre sauveur. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde prend la peine maintenant de lire dans ce livre et de comprendre que ce président n'est pas venu au hasard à la tête de la magistrature suprême du Cameroun. Il est arrivé avec un plan Marshall. Il est arrivé pour mettre le petit Cameroun d'avant, qui était un grand Cameroun que beaucoup ne le savaient pas. Il a attiré l'attention, a dit à tout le monde, nous sommes un grand pays. Et dans comment construire et bâtir ce grand pays, je crois que c'est ça que ce livre conscientise tous les Camerounais et conscientise tous les hommes politiques en Europe, en Afrique, en Asie, pour donner un exemple. Avant de prétendre à une magistrature suprême, il faut avoir déjà une base concrète, solide de ce que vous voulez faire pendant votre exercice comme un président qui veut bâtir, qui veut apporter son peuple à une prospérité, même si c'est pour un mandat de 5 ans ou de 7 ans, mais il faut déjà avoir une base solide. Donc, c'est un livre qui arrive aujourd'hui, que nous soutenons ce livre et nous sommes tellement heureux pour ceux qui n'ont pas eu le temps. Et aujourd'hui, même si nous l'avons lu auparavant, aujourd'hui qu'il a été réinscrit, et nous sommes encore très heureux de dire encore au président, grand merci pour ce livre, parce que c'est un livre qui en parle beaucoup et qui a déjà été édité en plusieurs langues et que d'autres pays ont copié ce livre. Je crois que André-Marie, aujourd'hui, il y a beaucoup de partis aujourd'hui, comme je le dis encore, qui ont piégé ce livre. Djibamou, sur l'opportunité. C'est un bel exemple. L'opportunité ne pouvait qu'être propice. Pourquoi? À la veille de toutes les campagnes électorales, voyez-vous, ailleurs, une fois de plus, nous allons faire du copier-coller. C'est-à-dire que chaque candidat à une élection présidentielle commet le RDPC refuse le débat de leurs candidats, mais ils font exactement comme ça se passe ailleurs. Ça se passe comme ça ailleurs. C'est ce qui se passe ailleurs. On produit toujours un ouvrage. Ça s'est fait en France. Vous avez vu l'ouvrage de Sarkozy, le Juppé. Tout le monde a produit un ouvrage. À la veille de l'élection présidentielle, on produit des ouvrages. Aux États-Unis, Obama fait des ouvrages. Donc ça présente la politique, sa politique, sa vision. Et celle-ci, c'est une vision. Et j'ai aimé à la page 14 quand il dit qu'il s'agit d'une nouvelle vision qu'il veut partager avec le peuple camerounais dans le cadre d'une société prospère, surtout une société prospère d'hommes libres, des hommes libres, physiquement, moralement et spirituellement. Ça veut dire que voilà. Mais avant cette vision, il a fait le bilan des 36 ans. Nous sommes en 87. D'accord. Donc en 87, nous sommes à 5 ans. Je crois que c'est une nouvelle version. Je veux dire que le livre a quand même été réédité ne veut pas dire augmenter ou corriger. Quand on réédite, donc c'est le réchauffer alors. Quand on réédite, on réédite. Monsieur Moutambassa vous répondra. Moi, je réponds sur l'opportunité. C'est-à-dire qu'à la veille d'une élection présidentielle, il y a l'opportunité de présenter un ouvrage, de présenter sa vision et de le faire. Et moi, quand je lis l'ouvrage, ils disent dans l'ouvrage que les problèmes soulevés en 87 sont toujours d'actualité. C'est-à-dire que ces problèmes étant toujours d'actualité, il était nécessaire pour eux de revenir avec ces recettes de 1987 pour répondre à ce besoin sociétal pressant, important d'épanouissement de l'homme sur le plan physique, moral et spirituel. Nous parlons de spiritualité ici et il essayait d'expliquer les contingences et les difficultés de compréhension de notre Cameroun. Mais c'est un problème spirituel d'une immensité incroyable. Il faut tuer les démons de ces pesanteurs pour pouvoir avancer. Donc ce livre arrive bien, vivement que d'autres candidats. Moi je souhaite et j'espère qu'il y a d'autres livres qui arrivent, c'est-à-dire que chaque candidat devrait pouvoir le faire, des livres pour annoncer la politique, pour présenter le Cameroun
d'une certaine façon, mais pas simplement quand même, bravo, vraiment, c'est un coup de communication. C'est un coup de communication très important. Il fallait penser à ça, tout comme nous avons pensé au débat. Robert, vous n'êtes pas ça. Robert, vous faites le livre sans le débat. Vous n'êtes pas de bons élèves. Hein? Non, disons Faites aussi le débat. Le petit frère, j'ai voulu être vrai et réaliste avec lui. Il vaut mieux. Vous faites le livre sans le débat, alors que le débat est l'aboutissement du livre. Je dis au mieux, vous aurez un représentant. Et comme vous avez dit que vous ne voulez pas de représentant, notre chaise va rester vide. Ça, je peux vous le garantir. Pour revenir sur le livre, vous savez, beaucoup de gens seront surpris. Je n'ai pas la même vision que beaucoup d'autres par rapport à ce livre. J'ai essayé de me l'acheter hier. Je n'ai pas encore lu avec les yeux d'un censeur. Je l'ai lu j'ai pris quelques chapitres, j'ai lu en diagonale, avant de venir ici à l'émission. Vous savez, quand on édite un nouveau livre, soit le livre a eu beaucoup de succès, et on fait une nouvelle édition pour avec de petites corrections. Satisfait, voilà. Bon, soit le président a écrit ce livre en 1987, c'est-à-dire 5 ans après avoir pris le pouvoir. Aujourd'hui, ça fait 31 ans. Il a exercé le pouvoir. Il a vu les facteurs bloquants du pouvoir. Comment ça évolue, les problèmes qu'il a rencontrés, que ce soit les problèmes endogènes ou exogènes, il a intégré et je pense qu'il peut apporter des corrections à sa philosophie de base. Parce que je ne suis pas sûr que ce livre est sorti pour la campagne des élections d'octobre 2018. C'est une coïncidence, mais c'est un livre qui peut être utilisé par le Cameroun, par l'Afrique, par d'autres pays, même en Europe. C'est des grandes valeurs universelles qui sont traitées dans ce livre. Et moi, en tant que militant de mon parti RDPC, je pense que ce livre est un livre qui donne une sévère mise en garde. C'est une boussole qui a été éditée en 87 et elle a été rééditée là, cette fois-ci. Ceux qui sont militants de notre parti ou bien ceux des Camerounais qui ont obtenu la confiance du président de venir travailler à ses côtés et qui n'ont pas respecté les valeurs de ces livres, en le lisant, doivent être mal à l'aise. Très mal à l'aise. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention. Je ne l'analyse pas comme les autres. Je pense que c'est une boussole, c'est un rappel que le président fait à tous ceux qui, de près ou de loin, le soutiennent, à tous les Camerounais, même de l'opposition, qui veulent un Cameroun bien pour le Cameroun et les Camerounais, peuvent bien s'approprier ce livre. Ce n'est pas adressé uniquement à la présidentielle d'octobre 2018. Je pense que quand vous voyez, en 87, quand il écrit ce livre, il n'a que 5 ans de pouvoir, je peux vous garantir que si ce livre avait été respecté, on serait très loin. Et malheureusement, il n'a pas été respecté. Je le dis, vous comprenez. Je suis honnête avec moi-même. Hein? Donc, il n'a pas été respecté. Est-ce que vous avez le choix? Non, laissez-moi Allez-y, parler. laissez-le Je pense que... Le livre n'a pas été respecté. Le livre n'a pas été respecté. Et quand le président le réédite, c'est pour rappeler à tous ceux qui sont venus auprès de lui, voilà la boussole. Elle n'a pas été respectée. Et je pense que pour ceux qui ne savent pas lire les silences présidentiels, pour ceux qui ne savent pas lire son action à distance, c'est un sévère avertissement. Parce que si le président... Moi, je vais le lire. Et j'invite beaucoup de Camerounais à voter le président Paul Biya. Pour que, dès au lendemain du 7 octobre, que c'est avec la Karcher qu'il nettoie. Parce qu'il faut la Karcher pour enlever la rouille sous le vernis maintenant. On a atteint un niveau de vol, de détournement. Les gens n'ont plus peur de rien. Et au jour d'aujourd'hui, on a de plus en plus le sentiment que les Camerounais vont élire le président Biya, mais ce sont d'autres gens autour qui utilisent mal ce pouvoir que le peuple donne au président Biya. Il faut que le président Biya, moi je vais l'élire. Moi j'ai mon camarade Penda Koka qui lui préfère proposer qu'il aille se reposer. Il a beaucoup travaillé, c'est vrai. Mais moi je pense qu'il doit reprendre un mandat. Et dans les 2-3 ans qui suivent, ça doit être propre partout, clair. Parce que s'il reprend un mandat et que c'est les gens autour qui continuent à faire ce sale boulot, à nuire les Camerounais, à poser les problèmes, tous les objets, toutes les visions stratégiques que le président a mis en place ont été soit
neutralisé par des facteurs extérieurs. Ça peut être la crise économique qui a duré 20 ans, ça peut être la dévaluation du franc CFA, ça peut être la baisse drastique des coûts de matières premières et autres. Ça peut aussi être les facteurs endogènes, hein, des détournements de deniers publics, des gens qui ne respectent plus rien. Donc je veux dire que ce donc livre, vous notez davantage moi, l'écart entre les valeurs du livre et la réalité des 36 ans. Tout à fait. Il faut être honnête et le dire. Il y a un gros écart. Et le président, en remettant sur la table la même chose qu'en 87, pour ceux qui sont intelligents, ils peuvent lire un peu et comprendre que voilà la boussole. Donc le président changera après le 7 octobre. Le président, non, il va continuer. On n'en est pas là. Moi, je pense que l'UNDPC, c'est une machine électorale. Non, quand je dis qu'il changera, c'est-à-dire que le président Biya élu. Non, le président aujourd'hui, l'une des raisons qui fait que les Camerounais doivent voter Biya, c'est que le président Biya connaît exactement les problèmes qu'il a eu durant ces 30 ans. Il a vu les déceptions qu'il a eues auprès de certaines personnes qu'on lui a présenté que c'était des gens bien qui l'ont déçu complètement. Il y a la crise anglophone nord et sud-ouest. Il y a Boko Haram. Il y a l'administration qui est un monstre froid et qui joue des sales tours à tout le monde. Même si votre candidat est président demain, Joshua ou Cabral ou qui, c'est la même administration qui sera là. C'est elle qui joue ce jeu parfois négatif. Le président aujourd'hui, dans le contexte actuel, est celui qui a plus d'arguments pour redresser la situation et laisser un Cameroun dans la paix, propre, comme il a trouvé en 82. Parce que c'est ça l'objectif. Et les Camerounais doivent comprendre que c'est l'homme de la situation, ils doivent lui redonner un mandat, et dans les 2-3 ans, il doit nettoyer à la cachère. Vous voulez le relancer et puis on prend en chaîne. Oui, je voulais poser une question à M. Moutar. Non, c'est pas vous le journaliste. Hein. Oui, c'est vrai. Non, je lui permets. Ok, d'accord. C'est une préoccupation. Alors, cette édition a-t-elle été revue et corrigée ou revue et augmentée? Non, disons que moi, je l'ai lu très rapidement, puis quelques chapitres en diagonale. Je pense qu'à 80-90%, ça n'a pas trop changé. Il y a juste quelques petits changements liés. Il y a eu une augmentation, une diminution. On a diminué. Non, disons qu'il a pris en compte l'évolution au niveau de la modernité, là. C'est tout. Mais les valeurs essentielles sont restées les mêmes. Non, elle a été revue et augmentée. Il faut préciser parce que moi j'ai lu la version de 87. Cette nouvelle version, évidemment, je l'ai parcourue en diagonale. Donc, si elle a été revue et augmentée, M. Diputat, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Mais en 87, moi, je pense qu'en 87, ce livre était déjà très bon. Il était parfait. Pourquoi? Parce que nous sortons de 25 ans. L'auteur du livre, je suis écrivain également, c'est-à-dire que moi, je vois l'auteur à 25 ans d'administration, 25 ans de gouvernance, puis 5 ans comme président de la République. Nous pensons que sur la pyramide des besoins de Maslow, on a atteint vraiment le sommet de la pyramide, c'est-à-dire l'affirmation de soi. Non, moi je ne suis pas d'accord avec vous, petit frère. Parce que vous savez, quand vous êtes sous les ordres d'un chef, vous n'avez pas la même responsabilité. Le jour où vous nommez chef, parfois, vous n'avez même pas le courage de vous asseoir sur la chaise. Alors qu'avant d'être chef, vous faites des bouquins partout, vous prenez la place parce que... Vous faites des réunions de couloir. Vous faites des réunions de couloir, de doctrine pour avoir le poste. Et dès qu'on vous donne le poste, vous commencez à trembler. Vous savez, le président Biya arrive en 82. En 87, la crise est là. Ouais. À l'époque, souvenez-vous, il avait dit qu'il n'allait pas aller au FMI. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé après il est allé au FMI? C'est les forces internes qui l'ont ramené à comprendre qu'il n'avait pas de choix. Il fallait y aller. Les gens qui sont à l'extérieur et qui avaient des représentants tapis dans l'ombre ici, tous les conseillers ont dit au président, il faut aller, c'est le meilleur passage, il n'y a pas mieux. Et le président est obligé de suivre à un moment donné. J'aime prendre cet exemple, je le prends encore sur ce plateau. Je l'ai dit quelques fois. Un journaliste en France avait demandé au président Valéry Giscard d'Estaing, est-ce que le président de France est l'homme le plus puissant de France? Il a répondu tout de suite non. Le journaliste a dit, ah ben attends, non, comment ça? Il dit non. Il dit c'est les conseillers. Et il prend l'histoire de Mesrine, qui était un grand bandit qui tuait. Il a été condamné à mort. Et ses avocats ont fait demander un recours gracieux. Le recours arrive à la présidence. Les conseillers prennent le recours, ils regardent, ils écrivent, ils disent niet, on refuse, il doit être tué, sans informer le chef de l'État. Et le lendemain, quand la presse écrit, en gros caractère, première page, Mesrine est mort. Le président lui-même, il est surpris, il demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? On lui dit,
Alors, il appelle ses conseillers, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde baisse la tête. Avant que vous me Attendez, il comprend que c'est eux qui ont décidé. Mais à la télé, il est parti soutenir comme s'il avait donné son accord. C'est ça le pouvoir aussi. Un chef d'État est peut-être puissant comme vous pensez, mais il y a des conseillers cachés derrière qui jouent des sales tours et qui font parfois prendre des décisions terribles. Vous avez vu parfois le président sortir, faire un discours et qui est parfois n'est pas en adéquation avec la réalité parce que ce qu'on lui a dit, que voilà ce qui se passe sur le terrain, dans les rapports et tout, ça peut être parfois biaisé. Donc il faut comprendre ça. Donc c'est pour dire que dans ces choses-là, le président il est responsable. C'est lui qui nomme les gens aux emplois civils et militaires. André Donc il est Marie, responsable puis, numéro 1. Maintenant, vous savez, demain, Joshua sera président, ou Cabral, ou bien Akere, ou bien Ndamdouya. Vous ne pouvez pas connaître tous les Camerounais. Vous êtes obligé de vous appuyer sur vos collaborateurs. Et quand vous avez des bons collaborateurs qui font du bon boulot, tant mieux, vous prenez les bonnes décisions. Mais si vous avez des collaborateurs qui ne font pas du bon boulot, désolé, vous allez prendre de mauvaises décisions. Et on dira que c'est vous, parce que c'est vous qui avez nommé les gens. Mais tout ce que vous dites là n'est pas dans le libéralisme communautaire. Si, d'une manière ou d'une autre, c'est là. Vous racontez votre C'est là, pas dans le détail comme je dis, mais c'est là. Absolument. Donc, par contre, ce qui est dans le détail, dans l'ouvrage de 85, et qui, ce député, il faut le relever, est d'une très bonne qualité en termes d'écriture, puisque nous parlons là de l'ouvrage et nous faisons en même temps le bilan. Et sortons un peu de l'écriture aussi, hein, pour se mettre dans le champ de la réalité. Oui, d'autant plus que vous citez 87. Monsieur Amout est en train de dire, ils sont en train d'écrire pour revenir sur la réalité du terrain, la réalité des Camerounais, la conception dont les Camerounais ont pris ce livre en 87. Parce qu'aujourd'hui, en 2018, aujourd'hui, M. Abouté a dit quelque chose de très palpable que j'aurais voulu évoquer, que ça me titillait vraiment de l'évoquer. Si ce livre avait été suivi à la loupe, je crois que le Cameroun serait vraiment le Dubaï. Avant qu'on ne parle de Dubaï, le Cameroun aurait été un Dubaï. Quand vous voyez le nombre de gens qui sont en prison, je vais vous ce n'est pas pour blaguer quand même. Que ce monsieur a une peine et une fierté d'être Camerounais. Parce que s'il n'était pas Camerounais, je crois qu'il aurait déjà pris ses clics et claques et parti. Tout simplement parce que nous vivons dans un Cameroun où nous avons autour de monsieur le président son excellence, monsieur Paul Biya, des personnes, pour eux, le Cameroun les appartient. Nous avons des gens aujourd'hui qui se jettent un peu de partout, qui n'avaient pas le droit même de sortir, parce que quand vous lisez ce livre, vous comprenez que c'est un plan Marshall qui était fait, qu'aujourd'hui, le Cameroun devait être un pays debout. Mais nous, de la diaspora, quand nous arrivons aujourd'hui, c'est pour rappeler maintenant et dire à son excellence, monsieur le président, que nous sommes là pour revendiquer. Et la revendication veut dire, vous deviez être sévère avec tout le monde, tout simplement parce que on ne peut plus accepter aujourd'hui. Donc, autrement, il est incapable de mettre en œuvre son livre. Non, c'est pas ça. C'est pas lui qui a été incapable de mettre en œuvre son livre. Il a écrit un livre pour que les gouvernants qui sont là, pour que ceux qu'il a nommés, voilà une feuille de route. Donc, il a fait le livre pour que ceux qui le... Que tous ceux qui arrivent, c'est une feuille de route. Vous m'aviez laissé parler. Non, parce qu'à force de vouloir parler... vous allez parler. C'est par rapport à ce livre que nous voulons bien nous-mêmes nous intéresser à ce livre. Parce que ce livre est d'une importance capitale. Ne serait-ce que pour le bien des Camerounais. On va rééquilibrer, j'avoue quand même qu'il y a eu un peu plus de temps de parole pour Robert. Vous allez terminer et puis Achille prend la parole. Je vais vous dire une chose. Vous savez, il a parlé de national. Le président Biya a posé... Comme c'est quelqu'un qui ne fait pas tout de suite dans tous les actes, qu'il pose, vous allez parler, on va vous laisser parler. Vous savez, quand le Cameroun accède à l'indépendance, comme tous les autres pays de la zone francophone, française, il y a des accords de coopération militaire qui sont signés, qui exigent que les nouveaux pays, les nouveaux États indépendants, par exemple en matière économique, doivent d'abord faire avec la France avant de faire avec un autre pays si la France refuse. C'est écrit. Signé. Oui. Alors vous savez, au niveau des accords militaires, les chefs d'État, en cas de difficulté, peuvent faire appel à la France. Mais les mêmes chefs d'État, s'ils ne peuvent pas s'exprimer, c'est l'ambassadeur de France dans le pays qui déclenche la France. Vous comprenez? Je peux prendre une dizaine, vous allez tomber. Mais bien arrive au pouvoir, il trouve tout ça. Hein.
Mais ça a été signé pour 50 ans. Mais quand en 2009, il y en a qui viennent pour renouveler ces accords, le président Biya s'oppose. Il demande une relecture. Et on a changé beaucoup de choses à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez, on peut aller aujourd'hui avec la Chine, on peut aller avec tel... Parce que le président Biya a fait ce boulot-là. A fait ce boulot-là. Oui. Mais on n'en parle nous, pas. Cette génération, nous devons Nous reconnaître. avons une armée professionnelle qui s'appelle... Nous ne sommes pas informés. Attendez, nous avons une armée professionnelle qui s'appelle le BIR. Vous croyez que le BIR est sorti comme ça? Les accords de coopération militaire ne prévoyaient pas qu'on ait une armée professionnelle. Le président Biya a contourné tout ça. Nous avons une armée qui nous fait honneur aujourd'hui, qui a neutralisé complètement le Boko Haram. Même à l'Afrique. Et l'Afrique, et même dans la sous-région, pas intervenir pour donner un coup de pouce. Donc c'est pour dire que quoi? C'est pour dire qu'il y a des actions comme celles-là qui sont prises sans faire trop de tapage. Il y a une grande délibération française qui est venue ici avec le Premier ministre, je crois, Fillon, pour renouveler. Ça ne s'est pas passé comme ils ont voulu. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire que ce livre n'est pas vu de l'esprit. C'est la vision stratégique du président. Maintenant, le Premier ministre, chef du gouvernement, et son équipe sont chargés de mettre en application cette vision stratégique. Malheureusement, à ce niveau, ça a péché. Il faut le dire honnêtement. C'est logique. Ça a péché. Il faut être clair là-dessus. Donnons le temps conséquent à Haché. Je voudrais, allez-y, avant de commencer, vous rappeler, sans vous blâmer, que sur ce plateau, on a 2 militants du RDPC. Ça ne fait rien. Je sais pas je comprends que vous avez voulu les... J'ai ma liberté d'opinion. J'ai ma liberté d'expression et ma liberté d'opinion. Vous n'allez pas... Je ne sais pas si Dieu le donne du RDPC, il me l'a pas dit. Non, quelque part, tout Camerounais appartient à un parti politique. Les téléspectateurs vont juger. Quand ton président Froundi était les téléspectateurs vont juger. Voilà. J'ai admiré tout à l'heure... Froundi était président de section de la maison. Il voulait être président, il a échoué. J'ai admiré tout à l'heure la gymnastique intellectuelle de M. Mouté, qui a expliqué un certain nombre de choses et, à demi-mot, a fait un aveu d'échec du président Biya, qui est son champion. Parce que voilà, M. Mouté essaie d'expliquer que ce que quelqu'un n'a pas pu faire en 31 ans, il peut le faire en 3 ans. Parce qu'il estime qu'en 3 ans, il peut tout nettoyer. Et alors, je me pose la question, si humainement, un travail que vous n'avez pas pu effectuer en 31 ans, vous pouvez le faire en 3 ans. De 2 choses l'une. Soit, en 31 ans, vous étiez mauvais. Et dans ce cas, il faut assumer les conséquences. Ou, en 31 ans, vous avez refusé de travailler. Et là, c'est encore plus grave parce que vous avez démissionné de vos fonctions. Monsieur Mouté, je vais parler en parabole. Si on vous donne un verre qui vous aide à boire, et on vous fait savoir, et vous-même vous savez, que ce verre, il est délicat, s'il tombe, il va se casser. Si vous le laissez tomber, on vous donne 50 ans, vous ne pouvez pas recoller les morceaux. Ça, c'est clair. Je prends un seul aspect, le renouveau. On nous a dit, voilà, il fallait renouveler les mentalités, la bonne gouvernance. On a même dénoncé les détourneurs de fonds publics. C'est le président de la République qui était le premier à poser la question de savoir où sont les preuves. Parce que normalement, quand il y a des dénonciations, s'il vous plaît, M. Mouté, quand il y a une dénonciation, logiquement, des enquêtes devraient être ouvertes. Parce qu'une dénonciation peut être fallacieuse. Et quand maintenant on mène des enquêtes, si on se rend compte effectivement que... C'est ce qui s'est passé. Monsieur Mouté, vous ne pouvez pas nommer quelqu'un à un poste, lui donner même de la promotion régulièrement, 20, 25 ans après, vous vous rendez compte qu'il n'était pas compétent. C'est que vous-même, vous avez un problème. Quand vous essayez d'expliquer aux Camerounais que oui, le président de la République a des mauvais collaborateurs, mais tous les présidents dans le monde entier travaillent avec des collaborateurs. Pourquoi c'est simplement au Cameroun que les collaborateurs du président de la République le trompent et il ne s'en aperçoit que quand les carreaux sont cuits? J'ai dit qu'il y a un problème. C'est pour ça que notre candidat, parce que je veux parler de moins en moins de votre candidat pour ne pas lui faire la publicité. Notre candidat vient avec quelque chose d'extrêmement important. La volonté, oser, rêver. Oui, il y a un certain nombre de personnes qui lisent notre programme et disent que est-ce que c'est possible? Mais justement, il faut mettre la barre haute pour pouvoir tendre ce Cameroun vers l'excellence. Votre candidat, je le connais mieux que vous. C'est mon ami. Non, vous ne pouvez pas le connaître mieux que moi. C'est mon ami. Vous ne pouvez pas le connaître mieux que moi. Et essayer
d'expliquer une politique qui a lamentablement échoué et essayer de nous faire convaincre, de faire avaler ça au Cameroun à Mondo Vision que non, plus que jamais, en 3 ans, tout sera nettoyé. Monsieur Mouté, on peut respecter le président de la République à un moment donné, parce que c'est notre président, qu'on le veuille ou non. Il a reçu un matin le pouvoir cadeau. De grâce, en 36 ans, il a prouvé qu'il n'était pas capable de conduire ce bateau. Vous-même, vous l'avez dit, que ses collaborateurs bloquent, prennent des décisions sur son dos. Et c'est justement pourquoi on les entend crier, claironner partout que c'est l'homme de la situation. Parce qu'il voudrait continuer à gérer sur son dos. Nous disons non. Et le 7 octobre, les Camerounais vont se lever comme un seul homme, voter, pas parce qu'on n'aime pas le président Biya, parce qu'on se dit, même s'il a échoué, 36 ans après, il a le droit d'aller se reposer. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il y a quelque chose d'extrêmement important. Il ne faut pas donner l'impression que le Cameroun appartient à une caste de personnes. Que vous aimez le Cameroun plus que tout le monde. Non. J'ai l'impression plutôt que vous avez peur de vos intérêts, de vos subsides. Comment expliquer cet acharnement? Oui, quelqu'un a échoué, mais c'est parce que ceux qui sont autour de lui sont mauvais. Attendez, quand vous nommez quelqu'un... Non, quand vous nommez quelqu'un... Il refuse d'appliquer ça. Quand vous nommez... Mais qui doit appliquer ça? C'est le président de la République qui est le maître à bord. Sauf si vous essayez... Il donne la vision, il reste tranquille. Non, si c'était ça, la responsabilité d'un président de la République, chacun pourrait le faire. On n'aurait même pas besoin d'élection. Mais votre grand-mère pourrait le faire, monsieur Mouté. Vous ne pouvez pas dire que le chef, c'est lui qui monte la voie. Non, attendez, chez vous, vous ne montez pas la voie et vous vous asseyez. Monsieur Mouté, si chez vous, vous dites qu'après 20 heures, vous ne voulez pas voir votre fils dehors et que vous-même rentrez à la maison à minuit, il s'arrangera à arriver 5 minutes avant vous et vous aurez l'impression que tout se passe bien. De grâce, le Cameroun, plus que jamais, a besoin d'un commandant à bord. Et je crois que ce commandant, qui a toutes les manettes en main, et vous semblez le connaître mieux que moi, vous l'avez dit, c'est Joshua aussi. Et je pense qu'en votre âme et conscience, vous opterez pour lui le 7 octobre. Donc, vous serez ministre de Joshua aussi? Hein? C'est pas exclu. Monsieur Mouté peut être une compétence avérée dans un domaine bien précis. Nous travaillerons avec toutes les compétences. Vous savez, moi, dans la politique, je ne travaille pas avec les couloirs, avec les murs, non. Je pense que je suis d'abord patriote camerounais, militant du RDPC. Okay? Quand ça va bien au RDPC, je le dis. Quand ça ne va pas bien au RDPC, je le dis. Et je fais des propositions pour améliorer. Parfois on m'écoute, parfois on ne m'écoute pas. Donc je veux dire par là que quoi, je suis un Camerounais, je pense que c'est le bien-être des Camerounais qui est important. Ce n'est pas la promotion. Je n'avais pas fini. Ce livre, en tant qu'œuvre intellectuelle, c'est quelque chose de bien parce que... Merci. Le problème... Non. Il n'y a que les cons qui ne changent pas. Non, je n'ai pas changé. Je suis dans ma... Vous ne m'avez pas suivi. Si vous m'avez suivi jusqu'à la fin, vous ne serez pas aussi ravis. Je disais tantôt que... Et le problème du Cameroun, votre problème au RDPC, ce n'est pas que vous n'avez pas de bonnes idées. Nos lois sont bonnes. Ce livre, son contenu est meilleur. Ce livre, s'il est appliqué, si le contenu... est appliqué au niveau du Cameroun, le Cameroun peut s'en sortir. Mais vous savez quelle est votre maladie? L'application de ce que vous-même vous avez défini. C'est ça votre problème. Mais justement... Vous croyez que Joshua président aura une administration différente? Oui. C'est le même. Il aura une administration différente. Je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi. C'est le même qui sera là. Je vous dis pourquoi. Il faut oser prendre les bonnes décisions. Et je pense que le Cameroun se sentirait mieux. Vous pensez que pour arrêter un détourneur de fonds, on a besoin de faire le tapage comme vous le faites là. Et quand quelqu'un parle de doubler, quand le candidat Joshua aussi parle de doubler les salaires des fonctionnaires, vous posez la question de savoir où est-ce qu'il va trouver l'argent. Quand quelqu'un détourne à lui seul 50 milliards, personne ne se pose la question de savoir d'où est venu cet argent qui a été détourné. De grâce, je dis, on ne peut pas écrire un livre comme celui-ci et ne pas pouvoir l'appliquer. C'est qu'on a échoué quelque part. Soit on est dans la fanfaronnade, soit on est dans la starmania, soit on est incompétent. Et je pense que le tout n'est pas d'écrire un livre. Le tout n'est pas d'écrire un programme. Le tout, et le plus important, réside dans votre capacité à pouvoir implémenter les idées que vous avez mises dans votre programme. Et vous pouvez ne pas les appliquer à 100%, vous pouvez ne pas atteindre vos objectifs à 100%, mais au moins, on vous jugera sur l'effort fourni, sur les sacrifices
consenti et on vous jugera sur les résultats. Vous voyez qu'on Et ça- parlait seul depuis, vous êtes content maintenant. Non, non. Vous parlez seul depuis. Il a le temps de parole comme ça. parle Et vous seul. écoutez longtemps Vous aussi. souhaitiez qu'on vous laisse parler à vous seul. Vous avez déjà tous les médias pour vous. Et si STV nous permet quand même de développer nos idées, permettez quand même qu'on parle, M. Moutet. Ne soyez pas avare, Allez-y, allez-y. s'il vous plaît. Donc, je voulais dire ceci pour finir. Plus que jamais, le Cameroun a besoin d'un nouveau souffle. Des hommes qui peuvent avoir le courage de prendre les bonnes décisions. D'extirper dans l'administration camerounaise ceux qui ne veulent pas travailler. Parce que c'est de ça qu'il est question. Moi, je n'ai jamais pensé que le fait que vous soyez ministre et que vous recrutez votre frère est un problème. Mais quand vous avez recruté votre frère, il faut vous poser la question de savoir est-ce que vous ne l'avez pas recruté au détriment de quelqu'un qui était mieux compétent que lui? Et quand il est recruté, votre frère, la meilleure façon de vous donner satisfaction, c'est d'être au travail. Mais qu'est-ce qu'on constate? Les gens sont assis, les meilleurs ne sont pas promus, et plus que jamais, Il faut notre comprendre une République chose. se porte mal. Ça, Et c'est la raison pour laquelle notre candidat, le candidat Joshua aussi, celui qui va prendre le pouvoir au lendemain du 7 octobre, pense qu'il y a un aspect fort qu'il faut implémenter au Cameroun, la volonté de pouvoir changer ce pays. Nous le ferons et nous y parviendrons avec la volonté du peuple. André-Marie Dibamou, d'abord. Écoutez, si monsieur du RDPC nous laissait aller jusqu'au bout, je Vous avez crois le qu'il temps n'aurait- maintenant, allez-y. Allez-y, vous avez il le n'aurait temps. pas beaucoup à s'expliquer. Allez-y, parce m'a que- promis qu'il ne vous interrompra plus. Parce qu'au fond, c'est une œuvre, nous sommes venus parler de cette œuvre, c'est une œuvre sur le plan de la forme qui est très, très bonne. Maintenant, entrons un peu dans le fond, c'est-à-dire le libéralisme communautaire à la lisière entre le libéralisme et tous les autres courants de pensée, le marxisme, le léninisme et tous ces courants de pensée de l'époque, se situe donc au milieu, c'est-à-dire entre un capitalisme à outrance où tout est argent, où tout est ouvert, et un communautarisme qui était déjà très difficile en 87. C'est-à-dire que nous avançons vers la fin du communisme, la chute du mur de Berlin et tout le reste de 90 qui vont suivre. Donc le livre était presque prémonitoire pour dire, écoutez, nous avons toutes ces offres idéologiques qui nous sont présentées. Nous, en Afrique, nous devons nous tailler une idéologie particulière qu'il a eu le génie d'appeler le libéralisme communautaire et qui jusqu'aujourd'hui, rien que pour cela, vaut tout son pesant d'or dans la réalité que nous vivons parce que les idéologies sont dépassées, M. Dibita Tongo. C'est-à-dire que le Cameroun que M. Moutambassa connaissait, où on ne peut pas faire des débats neufs, est dépassé. Aujourd'hui, nous avançons vers le libéralisme communautaire, c'est-à-dire une société d'épanouissement où les citoyens sont véritablement libres, épanouis sur le plan psychologique, physique et spirituel, comme l'a dit le président de la République Paul Biya dans ce livre que vous avez devant vous. Donc c'est de cela qu'il est question. Portez votre costume de démocrate, portez votre costume d'homme libre, portez votre costume de Camerounais. Nous sommes indépendants depuis 1960 et acceptez le débat politique, celui-là qui va permettre justement de mettre en œuvre la politique globale qui ne s'adresse pas seulement aux membres du gouvernement, le libéralisme communautaire. Il s'adresse à tous les Camerounais, indépendamment des bords politiques. Parce qu'ici, il s'agissait d'un candidat en campagne, qu'il ne s'agissait pas d'un... Le RDPC, en 87, avait 2 ans. C'est-à-dire que au fond, on va dire qu'il n'y avait pas encore de ténor du RDPC. Il s'agissait d'un parti unique à l'époque, si mes souvenirs sont bons. 87, c'était un parti unique. Donc, au fond, on s'adressait à la nation. Il n'y avait pas un autre choix. Alors, le reproche qu'on peut faire à l'ouvrage, c'est de l'avoir réédité sans préciser s'il y a eu des augmentations, parce que c'est un ouvrage du point de vue du contexte de l'écriture qui ne cadre pas avec les exigences de la mondialisation d'aujourd'hui. Donc, si c'est une version mondialisée du libéralisme communautaire, nous acceptons, et l'idéologie même étant déjà une idéologie mondialisée en elle-même sur la conception et la nomenclature, nous l'acceptons. Maintenant, appliqué à la réalité d'aujourd'hui, et c'est que M. Moutet veut nous faire comprendre, je comprends avec toutes les difficultés, peut-être qu'il faudrait encore revoir le process. Vous savez, quand on vient à la télé, on n'est pas des politiciens, c'est difficile. Et c'est pourquoi notre exercice du 30 septembre sera très important. Être capable d'amener les politiciens à dire l'essentiel, à dire ce qu'il faut dire en 30 secondes, en 30 minutes. Pas les politiciens, les politiques. Les politiques, merci beaucoup. Les politiques à le faire avec le brio que nous reconnaissons
président Biya sa facilité à s'exprimer. Il sera sur le plateau, n'en déplaise. Les autres candidats également, moi j'en connais, M. Josso aussi, un très bon orateur. D'ailleurs, il nous a donné son accord de principe et vous venez de confirmer. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Et cela est dit dans le libéralisme communautaire. Si vous le lisez également très bien, vous verrez que là-dedans, la parole est libérée. Là-dedans également, la démocratie est annoncée par anticipation. Le multipartisme dans cette nouvelle version, et même dans la version de 87, sont prônés. Donc, au fond, moi, je m'en procurerai, je n'en ai pas encore eu. Oh, c'est bon, c'est 6 000 francs. Dans la nouvelle version. La nouvelle 6 000 version. francs, c'est 6 000 francs. Vous pouvez distribuer ces ouvrages, monsieur Mouté. Non, mais il fallait que je lui dise quelque chose quand même. Il ne peut pas m'échapper aussi facilement. Vous pouvez distribuer 6 000, c'est beaucoup. Ça fait combien d'euros? Depuis, il parle beaucoup plus de libéralisme. Oui. Pourtant, nous sommes dans le libéralisme communautaire. Ouais. Et quand tu prends la dose communautaire, tu rajoutes au libéralisme, ça veut dire que ce n'est pas la liberté à outrance, comme il le dit. Le débat à neuf, liberté, ça passe. Mais liberté communautaire, ça veut dire qu'on doit intégrer nos us, nos coutumes, nos façons de vivre et d'être. Plus 31, non, ça donne débat à 9. Ici, on respecte les aînés, les patriarches. Absolument. Ok, donc le patriarche n'a pas besoin de venir là. Très bien. On n'est pas assez jeune pour enseigner. Là où vous voulez vous amener. Écoutez, on n'est jamais assez jeune pour enseigner et on n'est jamais assez vieux pour apprendre. C'est très philosophique. Donc, on peut apprendre à tout moment. On peut également enseigner. Termine ça. Il n'y a pas de honte à cela. Ok. Merci qu'on reprend. C'est un sujet qui est très intéressant parce que je crois que l'avenir du Cameroun se joue dans ce bouquin-là. Ah oui, ça c'est clair. Et bon, pour ceux qui vont le mettre en application, est-ce que vous voulez dire aussi? Non, pour dire que le chef de l'État en exercice, il rédite ce livre pour l'avenir du Cameroun. Tout à fait. Et c'est dans ce livre que l'avenir du Cameroun se jouera. Parce que 36 ans passés, 31 ans après la sortie de ce livre, non, 36 ans de fonction du chef de l'État, 31 ans de la première édition de ce livre, l'opposition, nous, de la diaspora, nous faisons une très belle remarque. Elle n'a pas pu se servir de ce livre, mais en 2018, aujourd'hui, cette opposition est en train de se servir maintenant de ce livre. Donc ça veut dire, nous avons des personnes qui étaient à la merci du Cameroun. Mais au moment arrive, on remet tout sur la tête du président. Et le président est en train de laisser un impact pour le Cameroun de demain. Aujourd'hui, nous avons en face de nous un livre qui interpelle même l'opposition pour le travail qu'elle n'a pas fourni pour le Cameroun. L'opposition n'était pas responsabilité, l'opposition va fournir quel travail? Je voulais réagir après. S'il vous plaît. Okay, merci. Excusez-moi, allez-y. Une opposition, elle doit être constructive. Nous la voyons tous en Europe, que une opposition doit être constructive. C'est pas parce que vous êtes à l'opposition, c'est pas... Justement, et en plus, le FN est tellement constructif au niveau de la France. Il faut dire ne serait-ce que de la France. Nous ne parlons pas de la France ici, mais c'est un exemple que le FN a apporté beaucoup d'améliorations dans la vie française. Ça, c'est une logique. Mais nous avons une réalité aujourd'hui qu'avec un livre qui sort en 87, ceux qui ont pris soin d'accompagner ce livre ne l'ont pas accompagné tous, mais le président a pris soin encore de penser encore à l'intérieur. On parle même de la diaspora, on parle de tout. Il a modéré ses livres. Mais j'attire mon attention tout simplement sur un regard que nous tous aujourd'hui nous avons pour le chef de l'État. À la sortie du 7, nous Camerounais, moi en tant que jeune, j'appellerai sur ce plateau ici, vu que c'est l'un des plateaux en couche tard, pour les jeunes qui sont éveillés. On le diffuse dans la journée. Oui, et tous ceux qui sont éveillés actuellement et ceux qui suivront ce plateau pour demain matin, que nous avons devant nous un homme, un patriote qui veut le bien de tous les Camerounais. Vous connaissez parmi les candidats un seul qui ne veut pas le bien de tous les Camerounais? Je ne pourrais pas être là, je ne pourrais pas faire la chasse aux sorcières. Il attend le débat pour les voilà, je ne ferai pas la chasse aux sorcières. Mais quelque part... C'est pour les classer. Voilà. Le 30 septembre. Voilà. La logique prouve que nous sommes interpellés par un chef d'État qui a mis des bases pour le bien de la jeunesse.
où cette jeunesse, aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont en train, comme on dirait, comme le disait, les vendeurs d'illusions, des personnes, les affabulateurs, tout ça. Mais je concentre bien mon idée et ma vision sur celle du président parce que quand je vous dis que je suis président fondateur de la communauté camerounaise en Italie, ça veut dire que j'ai 12 800 Camerounais en tant que responsable moral. Comment peut-on initier avec un Camerounais pour se retrouver avec 12 000 Camerounais? Il faut avoir une vision dans la vie. Et dans cette vision, il y a ceux qui sont contre cette vision. Mais à la fin, ils se remettent, ils comprennent que non, c'est une vision pour le progrès pour tous. Parce que demain, l'opposition qu'elle parle, qu'elle raconte, tout ce qu'elle peut faire, c'est que demain, elle veut la magistrature suprême. Mais cette magistrature suprême, aujourd'hui, on voit maintenant que dans leur projet de société, ce livre apparaît encore à l'intérieur. Donc ça veut dire que c'est un livre qui est pour nous et nous voulons attirer maintenant encore une attention encore sur tous ceux qui sont auprès du chef de l'État. Vraiment, nous sommes un peu fatigués d'avoir, pardon, je vais chuter par là, d'avoir auprès du président des ministres qui ont 75 ans. Et qu'il les fasse partir. Non, laissez-moi venir. C'est quoi que c'est le peuple souverain. Hein? Monsieur Amouté a parlé un truc ici, il est du RDPC. Je ne sais pas si je suis RDPC ou pas, mais ma liberté d'expression me permet de dire tout ce que d'autres ne pensent pas. Nous voulons une compatibilité des personnes, des valeurs qui vont accompagner ce livre pour le Cameroun de demain. Aujourd'hui, c'est tout ce que nous attendons actuellement pour ces élections. Parce que tous ces jeunes qui sont là, tous ces Camerounais qui sont là aujourd'hui, nous sommes un peu fatigués qu'on se retrouve avec des personnes qui sont plus compatibles avec la vision d'une jeunesse de demain. Vous avez un ministre qui a 75 ans qui est là, avec un jeune qui est là, qui sont cette dynamique, qui sont de la vision de ce livre, qui ne sont plus compatibles. Ça ne donne plus. Qui va enlever ce ministre? Alors, nous interpellons, je crois que le chef de l'État, c'est pas peut-être, nous ne devons que interpeller de cette manière pour accompagner la récitation de ce livre qui comprennent qu'il est soutenu par le peuple camerounais qui en a pris connaissance et une très grande vision de ce livre. Et qui a besoin de changement. Et qui a besoin de changement. Mais on ne va pas changer le président, mais le président lui-même a déjà changé déjà. Oui, en récitant ce livre, il a déjà fait un changement directement. Donc nous, actuellement de la jeunesse, nous devons seulement l'accompagner dans cette vision-là. Et je crois que même l'opposition elle-même, elle a démontré aujourd'hui, nous de la diaspora, nous avons compris que nous devons interpeller aussi la diaspora. Accompagnons ensemble le président pour qu'il puisse partir de ce pays, de ce qu'il puisse partir le jour que le bon Dieu le voudra, dans la paix. Merci. Et nous laisser dans la paix et que nous puissions avoir la tenance en 2025 avec des personnes que nous allons connaître tout ensemble. Qui sont ceux-là? Oui, monsieur Dupita, je vous remercie. Je vais être bref. Sans vouloir juger mon camarade de droite, qui dit qu'il est de la diaspora, je pense que, je le crois, qu'il vient de la diaspora, mais je pense aussi que quand vous avez la responsabilité de vous passer pour un président de l'association des Camerounais en Italie, encore que j'ai fait quelques petites recherches là. Bon, je ne suis pas en exercice, je suis président fondateur de la communauté camerounaise. Donc ça veut dire que j'ai mis sur pied toute une structure qui marche aujourd'hui et je me suis retiré pour accompagner, apporter ma vision et mon opinion sur tous les plateaux le rôle attirer l'attention de presque tout le monde. D'un Camerounais qui est dans la diaspora, c'est-à-dire à l'étranger, c'est de pouvoir également copier ce qu'il y a de bien là-bas pour venir aider le Cameroun. Ce n'est pas revenir ici et expliquer quelque chose, prendre une position et en même temps dire son contraire. Vous ne pouvez pas dire sur un plateau de télévision que le président de la République est celui qu'il nous faut, qu'il faut qu'on le fasse partir en 2025 dans la paix. Le Cameroun est déjà en guerre. Si peut-être vous de la diaspora, vous n'êtes pas au courant, il y a deux régions du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest, dont les Camerounais perdent leur vie chaque jour. Et je crois que, par respect pour eux, il y a un certain nombre de choses que vous ne devez pas dire, surtout quand vous faites allusion à la paix. Je pense aussi qu'il y a des critères scientifiques pour apprécier un responsable, qui ne sont pas inventés au Cameroun. Vous parlez de juger le président Biya. On l'a vu à l'œuvre. Mais vous, qui vilipendez l'opposition, connaissez-vous dans quelles conditions cette opposition travaille au Cameroun? Vous avez eu la chance d'emprunter un avion et d'aller vous réfugier là-bas. Quand vous revenez ici,
vous ne connaissez pas les réalités et vous parlez à tort et à travers, excusez-moi le terme, mais je dis, c'est suffisamment grave parce que vous de la diaspora, vous devez venir inculquer aux Camerounais ce que vous avez retenu de positif là-bas pour qu'on puisse construire ce pays. Je ne sais pas, j'ai écouté quelqu'un parler, j'ai l'impression que vous êtes peut-être en quête d'un poste ministériel, c'est votre droit, vous êtes un jeune et vous-même, vous avez constaté et dit sur ce plateau qu'il y a des vieux de 75 ans autour du président de la République. Alors qu'il y a de la compétence. C'est ce que j'ai appris là-bas. Il y a de la compétence au Cameroun. Il suffit de l'utiliser. De grâce, il ne faut pas focaliser le débat sur la personne du chef de l'État. Non. On parle d'un pays, monsieur. Le Cameroun n'est pas un endroit. C'est un pays, c'est une république. Et on doit respecter ce mot, république. Et nous ne sommes pas une république bananière. S'il vous plaît. Alors, quand vous parlez, j'aurais aimé que vous parliez du bilan du président. Parce qu'il a été aux affaires. Vous pouvez nous dire que oui, pour des questions d'emploi jeune. C'est le journaliste qui fixe le thème, c'est pas vous. Laissez-le poursuivre, laissez-le développer, ça fait partie de son argumentaire. Le journaliste, on participe à un débat, monsieur Mouté. Donc si le journaliste vous dit, ne dit rien jusqu'à la fin. Non, HLALES, c'est une tactique, Robert. Oui, pour me faire perdre les idées. Et là, il a réussi. Mais sauf que je vais poursuivre. De grâce, ce pays, quand on parle de la magistrature suprême, il s'agit d'élire le premier responsable qui a toutes les manettes en main pour pouvoir pousser ce pays vers un destin meilleur. S'il vous plaît, quand vous parlez des autres candidats, ayez un minimum de respect parce que ce sont des Camerounais qui ne viennent pas faire du mal au Cameroun, mais qui viennent apporter leur touche. On juge le maçon au pied du mur. Vous ne pouvez pas déjà juger une opposition qui n'a pas dirigé le pays. Je dis, le poste de président de la République est le poste le plus important dans un pays. Et quand vous êtes président de la République, M. Mouté Ambassa, le président de la République peut faire de vous, maintenant, le premier ministre du Cameroun. Personne ne dira non. Mais un maire ne peut pas se lever un matin, il prend une décision qui lui plaît. Ce n'est pas la même chose. Ce sont des responsabilités qui ont des charges différentes. C'est de ça qu'il est question. Et quand quelqu'un a eu la responsabilité de prendre cette décision pendant 36 ans, et que nous voyons, nous nous rendons compte qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas dans la bonne direction, alors que nous avons du potentiel. Le Cameroun est un pays extraordinaire, nous avons des valeurs dans tous les domaines. Que ce soit le sport, dans l'administration, dans la finance, à l'étranger. Quand vous vous baladez un peu partout, quand vous avez la chance de voyager, vous trouvez des Camerounais partout, dans des hauts sommets. Mais pourquoi est-ce que nous reculons? C'est là la question fondamentale qu'il faut se poser. Et pour ça, à un moment donné, il faut se dire, peut-être, celui qui est aux commandes a eu des manquements, essayez quelqu'un d'autre. Et je crois que les Camerounais ont la chance de pouvoir essayer quelqu'un d'autre. Ce sera Joshua aussi, le 7 octobre. Mettez le bulletin dans l'urne et tout le monde sourire. Dieu nous donne entendre le mot de la fin par vous et puis on va faire le tour de la table. Mais je rentre avant de sortir. Quand le monsieur Michel Azemba, merci bien, il dit, nous de la diaspora, quand nous partons, devons ramener l'exemple ici. Je crois que le plus bel exemple, je suis arrivé au Cameroun et je dois retourner le 5 en Italie parce que je dois assumer à légitimité mon droit de citoyen et voter le 7. Et peut-être je reviendrai, mais pour le moment, quand nous arriverons ici, nous avons déjà eu à décortiquer et savoir quel est le rôle de l'opposition finalement au Cameroun. Mais le rôle de l'opposition finalement au Cameroun, nous avons compris que nous sommes tous Camerounais. L'opposition aujourd'hui au Cameroun a pris une marche pour vouloir la magistrature suprême. La contribution que l'opposition apporte aujourd'hui, c'est une contribution que tout Camerounais peut aussi apporter. Mais ce n'est pas une opposition qui est en train de se dire qu'elle est en train de vouloir arriver à la magistrature suprême parce que nous avons observé que parmi les 8 partis d'opposition, elle est singulière. Personne ne veut prendre la tête de la magistrature suprême en 2018. Nous voulons. Ouais, je crois qu'il faut déjà que vous faites le débat déjà à 8 pour que nous, la diaspora, nous voyons qu'il y a... moins d'une minute. Hein. Alors, l'arrêté prouve que
le livre du libéralisme communautaire arrive aujourd'hui pour attirer l'attention de tous les Camerounais. Et surtout nous, de la diaspora, nous sommes vraiment très émus parce que c'est un livre c'est un bouquin qui va accompagner toute la vision de 2018 jusqu'à X du Cameroun. Et nous ne pouvons qu'accepter aujourd'hui que tout Camerounais qui est imprégné du bon sens, parce qu'il y a ceux qui ont du mauvais sens, mais qui restent patriotes aussi, que tout Camerounais imprégné du bon sens puissent tous ensemble sortir partout où ils sont, parce que nous de la diaspora, nous allons le faire, et que tous les jeunes qui sont indécis, qui sont détournés par certains affabulateurs, par certaines personnes qui veulent freiner le Cameroun encore en arrière, avec ceux qui ont déjà freiné le Cameroun, qui se retrouvent aujourd'hui en prison, que tous ces jeunes-là puissent sortir et venir voter le 7, tout simplement parce que le 7, le Cameroun doit finir, le président doit finir ce chantier qu'il a commencé. Alors j'ai envie de regarder la caméra et de prendre rendez-vous avec les Camerounais le 30 septembre prochain pour le grand débat à Neuf, parce que la Commission africaine est à pied d'œuvre pour que nous ayons ce que nous avons vu ailleurs, ce que nous avons vu en France, aux États-Unis, partout ailleurs. Il y aura un débat avec les 9 candidats à l'élection présidentielle au Cameroun. Nous avons besoin bien évidemment de tous les soutiens nécessaires. Nous avons besoin d'un appui technique, logistique, etc. Nous invitons les volontaires à nous rejoindre, Monsieur Dipita Tongo, pour que enfin ceux qui pensent que ce projet n'est pas faisable puissent comprendre que tout ceci est possible. Parce que la vérité, ils nous aiment beaucoup, ces personnes qui nous disent, écoute, c'est un projet pharaonique, c'est les 9 travaux d'Hercule, c'est vraiment difficile. Oui, l'équipe travaille, elle travaille, et nous parviendrons par la puissance et la volonté de Dieu à réaliser. Puisque nous sommes à l'ère des pourcentages, à quel niveau de préparation êtes-vous? Sur les 2 pôles, c'est-à-dire le pôle des nouveaux, les 6 nouveaux, nous sommes à 95% avec les nouveaux. Donc il ne manque plus que l'émission. Les anciens, nous sommes à presque 40% avec les anciens. Ça avance. Merci. Et nous avons besoin d'arriver à 100% au soir du 30 septembre. Robert Moutemba, c'est le mot de la fin. Oui, moi je dirais une chose, hein, avant de parler du mot de la fin, je voudrais quand même donner satisfaction à mon ami du STF, hein, qui comprennent qu'on ne fait pas le bilan. Vous savez, le bilan, c'est une situation, à un moment donné, on fait un bilan. Et la construction d'un pays comme le Cameroun, tout autre pays, est un processus qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire, on continue de faire. Le président Aïdjo était là, il a fait, il est parti en 90. Le président Biya est venu. En une minute. Et quand il va partir, on fera son bilan. Mais pour le moment, je prends un ou deux petits cas très rapides. Vous comprenez? Moi, j'obtiens mon bac en 1982. L'année où le président Biya accède au pouvoir. Je suis au lycée technique de Douala. Au Cameroun, il n'y a que 2 lycées techniques. C'est le Douala et c'est le Garoua. 2. Aujourd'hui, on a combien de lycées techniques? Au moins une centaine. Il y a progression ou pas? Il y a progression. Mais ça reste insuffisant. Je suis d'accord. Vous prenez au plan santé. À cette époque, on a des dispensaires dans les chefs d'arrondissement. Les hôpitaux, c'est dans les chefs de département. Aujourd'hui, on a les hôpitaux dans tous les 360 arrondissements. Dans les départements. Merci Robert. Donc, c'est pour dire que quoi? C'est pour dire qu'il y a progression. Mais ça reste insuffisant. Juste une question. Vous aurez quand même le temps de faire votre bilan tout au long de cette campagne? Non, c'était pour dire qu'on n'a pas fait de bilan. Non, je dis au-delà de ça. Je dis qu'il y a une progression très forte, mais elle est diluée par un certain nombre d'informations. Vous aurez le temps de faire le bilan. Donc, pour revenir au bilan, au mot de fin. Peut-être votre vitesse n'est pas bonne. Non, pour revenir au mot de fin. Je voudrais juste dire qu'aux Camerounais, je regarde la caméra, je demande aux Camerounais de faire confiance au président Biya. Je demande aux Camerounais de lui donner ce mandat. Ce n'est pas le dernier débat avant le 7 octobre. Ce dernier mandat, parce que c'est un dernier mandat pour lui. Qu'il prenne ce mandat pour remettre le Cameroun dans la paix, la stabilité, comme il l'a trouvé. Et qu'il parte de ce poste le jour où Dieu le voudra, mais en laissant le Cameroun, les Camerounais dans la paix, l'unité et la stabilité. Au moins, on aura appris que Paul Biya ne sera pas candidat en 2025. Ah non, mais... Lâchez le mot de la fin. Moi, je peux vous avez dit le dernier mandat. Mais bien sûr, en 2025, c'est le Canada, je ne vais pas l'élire. Parce que je vais dire que non, ça suffit. D'accord. Je suis clair. C'est bon, je ne suis pas en train de faire la talakou. Je ne fais pas la talakou, je suis honnête avec moi-même. Soyons ceux qui vont construire le Cameroun. Je dis qu'il doit prendre pour mettre de l'ordre dans les 2-3 ans. S'il vous plaît. Non, je veux juste... Ne fais pas la talakou, hein.
saisir l'occasion que vous m'offrez pour dire que les Camerounais sont suffisamment matures. C'est vrai qu'il y a un débat qui circule dans l'opinion publique en laissant croire que s'il n'y a pas une coalition des 8 candidats, on ne peut pas aller vers le succès. De grâce, 2 choses. Une, première, que tous les Camerounais qui possèdent une carte d'électeur aillent voter, parce que la masse, et c'est ça que redoutent les tueurs du RDPC, que les Camerounais qui se sont inscrits sur une liste électorale et qui sont détenteurs d'une carte électorale sortent pour aller massivement voter, défendre ce vote, c'est-à-dire être là pour que ce ne soit pas modifié. Et là maintenant, au soir de ce 7 octobre, après qu'on ait compilé les résultats, je crois que le Cameroun sera libéré parce que Joshua aussi deviendra le président de la République du Cameroun. Merci à vous, messieurs. Bon retour en Italie, cher ami. On espère vous recevoir à nouveau ici lors de votre prochain passage. À vous également à la maison, merci d'avoir suivi cette émission. Rediffusion ce sera jeudi dès 13h30. N'oubliez pas, entretien jeudi également à 22h. Bonsoir.